Bonjour, c'est Alexia Hupin de Wine by Alex. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Kazmarek, le fondateur de French Beaches. Il propose à travers sa gamme des vins faciles d'approche, mais aussi des cuvées de terroir, toujours dans le respect du vivant. Ses mots d'ordre sont l'audace, le fun et la modernité. Il souhaite créer un pont entre les mondes du vin à travers son originalité et son ton décalé. C'est parti. Alors bonjour Christophe, comment ça va? Salut Alexia, ça va, merci beaucoup et toi? Ça va, nickel, super. Je suis ravie vraiment de t'avoir ici du coup pour cette interview, ma première interview en plus vraiment en face à face via Zoom. Donc c'est super cool. On a déjà eu l'occasion de discuter ensemble et j'aime beaucoup ton travail. Enfin, j'ai dégusté pas mal de tes vins, j'en ai partagé un peu du coup sur mes réseaux et j'ai trouvé ton approche du coup et ton parcours super intéressant. Donc je suis contente voilà de pouvoir en discuter avec toi et de le partager aussi avec ma communauté par la suite. Ravi également. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, du coup, enfin, voilà, tes études, etc. Comment t'en es venu un petit peu au vin et à créer vraiment ton business dans le vin? Ouais, alors ça c'est simple. Je viens d'Auvergne. En fait, j'ai grandi en Auvergne. Je viens pas vraiment de là puisque je suis d'origine polonaise. Donc, D'accord, on a un petit peu bourlingué en France avant de poser nos valises. Moi, j'avais 4 ans en Auvergne. d'accord, J'ai grandi en Auvergne, à QC, à côté de Vichy. Et comme beaucoup de gamins, je savais pas quoi faire. Donc, après mon lycée, je suis parti en école de commerce. J'aimais ok. pas spécialement les bancs de l'école. J'étais pas mauvais à l'école, mais je m'ennuyais. Donc, je voulais pas faire une prépa, tout ça. Et j'ai fait une école post-bac, une école de commerce. Mais pareil, j'étais un peu paumé, je savais pas trop. Donc, j'ai vu l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises, un nom un peu pompeux, mais une super école. En tout cas, moi, je m'y suis éclaté. Et j'ai fait 5 ans là-bas, 5 ans à Paris, qui m'ont déniaisé. C'était vraiment ça. L'école de commerce m'a déniaisé, m'a donné D'accord. confiance en moi et m'a donné quelques bases ensuite pour me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. J'avais envie d'entreprendre, je ne savais pas dans quoi, mais j'avais envie d'être mon propre boss, quoi. Mhm. C'était la première motivation. Et le vin, j'y suis venu en fait en 2005 avec une rencontre par email déjà pour commencer avec un monsieur qui s'appelle Jacques Rouvroy, qui avait créé à l'époque Belvédère, donc il y avait toute une saga autour de cette entreprise de vins et spiritueux. Alors, en tout cas, avec moi, ce personnage a été assez fondateur, puisqu'il m'a fait comprendre qu'on pouvait vivre de sa passion, pour faire simple. Ok, Et quelques années après, quoi, en 2007, j'avais 23 ans, je suis rentré au Repère de Bacchus en tant que vacataire, je ne connaissais rien au vin, et je suis tombé fou amoureux de l'univers. Je voyais derrière chaque bouteille une histoire, une femme, un homme, un vignoble, une région, un climat, enfin c'était fou, quoi, un goût. Donc, ouais, voilà, je suis tombé complètement dingue de cet univers. J'ai jamais quitté depuis mes 23 ans, j'ai jamais fait autre chose que du vin. J'ai fait un petit stage ailleurs, dans une grosse entreprise. Bon, ça m'a pas plu, non, du tout même. Je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas trop aimé. d'accord. Et voilà, c'est tout. Petite parenthèse, mais sinon, j'ai toujours été dans le vin, ouais. Mais c'est sûr. D'accord. Mais du coup, tu dis qu'il t'a appris un peu à vivre de ta passion, enfin, qu'on pouvait vivre de sa passion. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà un peu passionné du vin, même si tu connaissais rien, entre guillemets? Est-ce que tu avais déjà un attrait, on va dire, pour le vin ou ça t'est venu vraiment avec le hasard, entre guillemets, et ce J'avais travail? un attrait, en bon polonais français, j'avais un attrait pour l'ivresse. D'accord, ouais. Donc, pas tellement le vin, non. Et ouais, je faisais beaucoup la fête, quoi, en école de commerce. On faisait beaucoup la fête, quoi. Et donc, c'est ça qui me plaisait, quoi. Cette espèce de déconnexion, en fait, du moment, se lâcher prise, le monde de la nuit où on est, euh, on est parfois, même sans alcool, hein, on est dans un état second. C'est ça qui me plaisait. Et, euh, c'était vraiment cet univers-là au départ. L'univers de la fête, l'univers des alcools et tout le savoir-faire qu'il y avait derrière ça, autour du verre, autour de la création graphique, autour de la distillation, la fermentation. Enfin, tout ça me plaisait beaucoup. Et c'est vraiment juste en prenant ce job étudiant en 2007 que je me suis dit, mais en fait, non, c'est le vin, quoi. Il faut, là, c'est fou.
le vin, c'est fou. Je me suis dit, c'était un Ouais. truc de dingue, quoi. Quand on remonte à toute l'histoire en fait du vin, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la civilisation, quoi. L'homme avec un grand H. Parce que Ouais, carrément. oui, je précise parce que malheureusement, ce fut un peu trop l'histoire avec de l'homme avec un petit H. C'est en train de changer, c'est très cool. Mais Ouais, voilà, donc je précise, l'humanité, la ça marche. civilisation. Ouais, donc, enfin, du coup, un beau message, enfin, de quoi tomber amoureux du vin, hein. De toute façon, ça, c'est sûr que. Ouais. Et du coup, alors, du coup, tu as commencé au repère de Bacchus. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, entre guillemets, pour après, est-ce que ça a été un tremplin, entre guillemets, après, pour créer ta propre entreprise, ou est-ce que ça a été un peu plus long à mûrir? Je crois que j'avais toujours ça en moi. Enfin, je ne sais pas si toujours ça veut dire quelque chose, mais j'avais ça en moi, puisque j'ai la première entreprise, on va dire que j'ai créée, en tout cas, j'ai participé à la création de cette entreprise-là. J'avais 23 ans, justement, c'était en 2007 aussi. D'accord. En parallèle de ma vacation, en fait, au repère de Bacchus, j'ai fait la rencontre d'un homme qui avait un négoce de vin qui s'appelait la Maison du Vin, dans le 17e à Paris. Et on a commencé, en fait, à créer des choses ensemble qui n'étaient pas du tout, qui étaient un petit pied dans le vin, mais qui étaient dans le spectacle vivant, tu vois, donc un peu, enfin, rien à voir. D'accord. On faisait des Ok. dégustations de vin à la fin de certaines pièces de théâtre qu'on faisait, enfin de toutes les pièces de théâtre d'ailleurs qu'on produisait. Mais c'était la première vraie création d'entreprise, on va dire. Euh, Ok. ouais, ça, c'est ma création en moi. Alors après, si je remonte le fil, en fait, dans l'école que j'ai faite, le DC, quand même, il y a une forte fibre entrepreneuriale. Et je faisais partie de la junior entreprise, donc de l'association, où il y avait quand même une grosse dynamique travail entrepreneurial. Donc je pense que déjà, ça m'a beaucoup nourri ça. Et j'avais 20 ans, quoi. J'étais un gamin, même pas 19 ans quand je suis arrivé à l'EDC. Donc très vite, tu es mis dans le bain pendant que tu en as qui regardent, tu vois, des DVD le soir, qui fument des pètes avec les potes. Nous, on bossait comme des fous. Bon, après, on se lâchait bien à partir de minuit, mais quand même, avant, on bossait vraiment comme des dingues. Et je pense que ça m'a forgé, ça m'a fait gagner beaucoup de temps pour la suite. Donc après, Ok. première création en 2007, justement, pareil, en parallèle du repère de Bacchus, avec la Maison du Vin, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. On était 2 associés. Je me suis fait arnaquer par un mec qui se disait business angel, mais en fait qui était plus business devil, il nous a arnaqué. Mais c'était une expérience fabuleuse. J'ai dormi, même, je vais te dire un truc que je raconte pas trop, mais en tout cas pas trop officiellement, publiquement, je raconte aux potes. J'ai dormi dans un lit de camp pendant 2 ans, de 2007 à 2009. J'étais en fait SDF de luxe, mais SDF quand même, sans domicile fixe, quoi, littéralement. Et je dormais dans le bureau, quoi, dans un lit de camp. Je me lavais dans un lavabo, sans déconner, je pense qu'il était grand comme ça. Ouais. Donc, je n'étais pas toujours hyper propre. Et ça a duré tellement j'avais la niaque, quoi, dans la jeunesse. Et j'étais un peu aveuglé, quoi, par ce truc-là. Et j'étais guidé par un espèce de type qui était au final qui nous a arnaqué. Donc après, je suis parti de ça. En 2009, je suis rentré à fond au repère de Bacchus. Et très vite, la fibre entrepreneuriale m'a repris et j'ai créé un truc, bon, c'était un auto-entrepreneur, un truc qui s'appelait Gentle Wine, où je faisais des dégustations de vin. En fait, je faisais des formations D'accord. aux entreprises, des dégustations de vin, des dîners, en fait, des déjeuners comme ça, où j'avais une vingtaine, trentaine de personnes. Et Mhm. j'expliquais sur le vin sur différentes thématiques. Ok. Un peu ce que Et du tu coup, fais aujourd'hui, en fait. oui, un peu, ouais, ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, ouais, j'en reviens à ma question, parce que du coup, moi, je fais le WSET, mais à cette Ouais. époque-là, est-ce que tu t'étais déjà formé un petit peu au vin, ou c'était vraiment voilà, spontané et En fait, le repère de Bacchus, ta passion, quoi? m'a formé beaucoup. D'accord, Et ok. sur 2 aspects. J'ai fait la rencontre de Paolo Bucanova, c'est le numéro 2 aujourd'hui du repère de Bacchus. Mhm. À l'époque, il était caviste et il recrutait les vacataires. Donc, quand je dis à l'époque, c'était en 2007. Toujours, c'était un peu une Ouais. année fondatrice, cette année 2007. Et quand je suis arrivé au repère de Bacchus, il m'a dit achète tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin et reviens me voir. Et moi, j'ai acheté les bouquins, j'ai commencé à potasser, j'ai paniqué, je me suis dit, c'est mort, ils vont jamais me prendre. Lui, en fait, quand je suis revenu, il était mort de rire, il m'a dit, non, mais je voulais voir ce que tu avais dans le sac et je voulais voir si tu étais vraiment motivé. Donc, il a testé ma motivation, quoi, parce qu'apprendre le vin en 2 semaines, laisse tomber, c'est impossible. Ouais. Donc, déjà, de 2007 à 2009, j'ai appris le vin là comme un dingue, en autodidacte, et aussi par les formations que faisait le repère de Bacchus. On a visité D'accord. des vignobles. Mention spéciale à Jacques Iblot qui nous avait accueillis, qui m'avait accueilli quand je l'avais appelé, avait accueilli un groupe de cavistes qui sont devenus aujourd'hui mes meilleurs amis.
nous avait accueillis en 2009 et moi, j'y connaissais rien. À l'époque, j'allais dire on n'y connaissait rien. Non, eux connaissaient beaucoup plus que moi. Moi, je ne connaissais rien. Et ces vignerons comme Jacques Iblot nous ont beaucoup formés. On a visité plein de maisons, des grosses maisons aussi en Champagne. On a été accompagnés par des gens comme Jean-Michel Deluc, qui aujourd'hui fait des sélections au Petit Ballon. Il était sommelier, lui, en fait, originellement. Et c'est quelqu'un aussi qui nous a accompagnés dans des formations vin et spiritueux. Donc, ça, c'est des choses assez fortes, autodidactes. Et tu parles du WSET, moi, je l'ai fait beaucoup plus tard. Je l'ai fait en 2013. J'ai passé d'abord, je ne sais plus ce que j'ai passé. J'ai passé le WSET niveau 2 en 2012, je crois, un truc comme ça, juste pour mettre le pied dedans, en anglais, histoire d'avoir le vocabulaire. C'était assez facile. Avec toute la base qu'on avait déjà en repère. Et j'ai passé le WSET niveau 3 en 2013, pareil en anglais. Je voulais avoir cette base, ce vocabulaire anglais aussi, et pas juste de passer en français, quoi, parce que les connaissances, je les avais déjà, j'avais déjà 75% des connaissances grâce au repère de Accuse, grâce à ma formation. Ensuite, j'ai toujours continué à me passionner, donc toutes les dégustations que tu fais, toutes les rencontres de vignerons que tu fais, ça te nourrit. Et en 2013, j'ai validé ces connaissances-là, plus vraiment enrichi mon vocabulaire. Ok. Cool. Ouais, donc c'est un joli chemin. Ouais, voilà, ça continue en fait, c'est tous les jours. Sans déconner, je continue à en apprendre tous les jours. Je visite énormément de vignobles, je vais tout le temps dans les vignes. Je suis aussi un gros buveur, donc je goûte plein de trucs. Et quand je goûte, je m'intéresse énormément à la vinification, à comment c'est fait. Donc, soit parce que je suis avec le vigneron, soit je suis avec des personnes qui maîtrisent le vin, soit je vais chercher sur Internet. Tu as l'info de tout, quoi, je veux dire, aujourd'hui. Oui, maintenant on peut tout trouver, c'est sûr. Et du coup, donc, comment tout ça t'a amené à French Beaches? Ouais, c'est un long cheminement, je pense. En fait, j'ai créé. Alors, bon, déjà, au niveau de mon parcours, il est visible sur LinkedIn. J'ai fait différentes entreprises. J'ai travaillé à l'international parce que c'est ce que je voulais faire, ce qui me plaisait. Et j'ai créé Coco Vin, ma première entreprise, en 2015. Alors, ma première entreprise que je dirige actuellement, parce que les autres n'existent plus. Une agence de vin. Je ne connaissais rien au métier, mais en gros, là, je représente 12 vignerons, des domaines qui respectent le vivant, justement, c'était important pour moi. Donc, il y a du bio, de la biodynamie, du nature. Je ne vais pas parler des distinctions là, parce que c'est complexe, tu connais ça, mais voilà, j'en parle. Un petit peu après, Ouais, ça marche. Et j'ai créé cette agence-là, et je représente que 12 vignerons, je ne veux pas en faire plus, parce que dans ma philosophie, c'est compliqué d'en faire plus puisque je veux au moins les voir une fois par an, ces vignerons-là, et en fait je les vois plutôt 2 à 3 fois par an, et ça fait, il y a 12 mois dans l'année, hein. Donc si 12 vignerons, 12 mois dans l'année, c'est déjà un par mois, c'est déjà un rythme déjà bien soutenu. Donc ça c'est important pour moi, et en fait c'est parti de là. Je parle de Coco Vin parce qu'en fait je représente ces 12 vignerons. Pas simple de vivre de 12 domaines que tu représentes, donc j'ai commencé à réfléchir à vouloir créer des marques, des vins propres à moi, quoi, à des choses un peu délirantes. En fait, c'est aussi venu du fait que les vignerons n'étaient pas forcément prêts à vouloir partir dans mes idées, quoi. Parce qu'au départ, je proposais, si on faisait une cuvée ensemble, mais ce serait de ta cuvée, quoi, mais sur des trucs un peu plus marketés pour viser un public qui nous échappe, c'est-à-dire une partie de moi je dis de la jeunesse, je ne suis pas très vieux, mais quand même des vingtenaires qui partent sur la bière beaucoup, qui partent sur des boissons aussi, des prémix, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui ont développé la canette, par exemple, pour essayer de les attirer sur le format. Moi, j'ai voulu les attirer sur un aspect intellectuel, parce que le vin, c'est aussi, je dirais même presque surtout, un plaisir intellectuel. Oui. Il y a plein de grosses étiquettes que tu bois, si tu les goûtes à l'aveugle, tu es un peu déçu. Mais quand tu as la belle étiquette devant toi, quand je dis la belle étiquette, une espèce des mythes, en fait, des vins mythiques, on en connaît plein, je peux en citer plein, la DRC, Yquem, Mouton Rothschild, etc., etc. Enfin, il y en a plein, Rayas, etc. Et il y a des vins top niveau là-dedans, hein, qui même à l'aveugle sont des bombes, mais il y a des vins qui ne sont pas des bombes à l'aveugle, où tu as surtout le plaisir intellectuel. Donc moi, je voulais offrir un plaisir intellectuel à une partie d'un public qui n'a pas forcément les mêmes référentiels que nous, qui n'est pas geek, qui n'a pas envie de geeker sur le vin, et qui a juste envie de se faire plaisir. Donc voilà, moi je suis parti sur ça, sur cet aspect marketing-là, et je voulais surtout des vins de soif. Au final, il y a des vins de terroir aussi,
Mais au départ, moi surtout, je me concentre sur du vin de soif, du vin facile à boire. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai digressé. Non, c'est bien. Non, si, oui. Ok. Et donc, du coup, c'est French Beaches qui t'a permis de faire ça. Enfin, c'est la création de French Beaches qui t'a permis de faire ça. Oui, en fait, après, derrière, j'ai créé deux grandes marques. La collection des Cat avec cet A, des chats dans l'espace, quoi, globalement, des espèces de mèmes, en fait, des collages de chats propulsés dans l'espace. Donc ça, c'est le premier truc. Et French Beaches, c'est la deuxième gamme où là, j'y ai mis, je pense, toute mon âme, en fait. Au départ, ça ne devait pas forcément être partir là-dessus, mais il y a plein de niveaux de lecture là-dedans. J'ai voulu... je ne veux pas me la raconter artiste et que c'est une œuvre, mais en fait, c'est mon œuvre, quoi, on va dire. Donc, c'est pas forcément... tu vois, je ne sais pas comment... Oui, c'est mon œuvre. Voilà, et ça inclut... T'as mis de toi dedans, c'est un peu ton chef-d'œuvre, entre guillemets. Ton bébé, quoi. Ouais, mon bébé, en mettant un peu tout ce que j'ai. Donc, French Beaches, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a les plages françaises, le fait que la France soit ouverte sur le monde avec 4 façades maritimes. J'ai même lu récemment qu'il y en a une 5e. Je ne sais pas comment il la calcule, mais il y a, en gros, une grande ouverture sur le monde. On va le symboliser comme ça. Et c'était partie de ma réflexion sur le fait que moi, je suis un immigré de 2e génération. J'arrive en France. J'adore ce pays. J'ai pas mal voyagé. J'ai vu autre chose. J'aime vraiment... ce pays avec ses défauts, ça ne m'empêche pas de voir ses défauts aussi, mais j'aime vraiment ce pays et je me suis posé la question de comment est-ce qu'il a rayonné comme ça dans le monde. Et c'est un petit pays, 70 millions d'habitants, c'est 1% de la population mondiale. Le français a l'impression d'être énorme dans le monde, mais en fait, on ne pèse pas grand-chose, quoi. Et encore, on est 8 milliards d'êtres humains maintenant, mais moi, je comptais 70 millions sur 7 milliards, donc on est encore moins que 1%. Potentiellement, il y a 99% d'étrangers, quoi. C'est bon, ça c'est la petite parenthèse sur au nationalisme qui monte, tu vois. En fait, il y a 99% d'étrangers. Donc les gars, calmez-vous, on gagnera jamais si on a cette disposition d'esprit, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc cette ouverture sur le monde me plaisait. French Beaches, il y a 2 niveaux de lecture. J'aime bien me moquer aussi un peu des anglicismes que j'utilise beaucoup, donc je me moque de moi-même aussi. Il y a de l'autodérision. On utilise un nombre d'anglicismes totalement hallucinant et parfois sur des mots français qui sont même plus jolis, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de les citer, il y en a plein. Mais voilà, French Beaches, si tu ripes, tu peux passer pour un imbécile et ça, c'est marrant. Et ensuite, j'ai intégré à ça plein de choses. Donc, je veux bien sûr du bon vin. Je veux créer un pont entre les mondes du vin parce qu'on parle souvent du monde du vin, mais en fait, c'est des mondes du vin. Tu as plein de gens qui ne se parlent pas dans ce monde-là. Je veux dire, tu prends ce qui se passe en grande distribution, des cavistes chaînés, des cavistes indépendants, et même à l'intérieur ensuite des cavistes indépendants. Tu as plein de monde, en fait. Je pense que les vignerons et les producteurs se parlent plus, puisqu'en fait, souvent, ils grandissent dans les mêmes villages, même s'ils ont des méthodes totalement différentes. À un moment, tu croises le mec à la boulangerie, tu as fait la même école que lui, tu es potentiellement cousin avec lui. Donc, le conventionnel va parler au bio, va parler au biodynamiste, va parler au cosmique. Enfin, ils vont tous se parler, tous ces mecs-là. Alors qu'après, tu as des cavistes spécialistes nature, cavistes qui se disent « Oh non, moi, le bio, je fais du conventionnel », ou cavistes qui est conventionnel et qui a un peu de bio. Le mec qui dit à biodynamie, il laisse tomber, c'est des fous, ils dansent tout nus sous la lune, ils font des incantations. Voilà, il y a beaucoup de fantasmes aussi là-dessus, c'est pas du tout comme ça. Et moi, j'ai voulu donc créer ce pont à travers aussi French Beaches. Donc, une gamme classique qui est une gamme plus conventionnelle et dit agriculture raisonnée, mais pour moi, en fait, c'est un peu le raisonné. Non, c'est du conventionnel, quoi. C'est du conventionnel soft, peut-être, j'en sais rien, mais ça reste du conventionnel. Et ensuite, une gamme Equinox, où là, je propose des vins aujourd'hui qui sont que des vins nature, mais ce n'est pas forcément une finalité en soi. Je veux proposer les vins qui soient le mieux fait possible dans le respect du vivant maximum. Avec tout ce que ça peut impliquer derrière, respect du vivant, c'est pas forcément ce que ça veut dire, on pourra détailler après, mais en gros, zéro chimie, quoi. C'est-à-dire, mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est le respect, pour moi, qui compte avant tout. Le mot respect, c'est la base, c'est la clé. Respect de l'environnement, ça veut dire qu'on respecte les plantes, ça veut dire qu'on respecte la vie animale, mais ça veut dire aussi qu'on respecte en fait les choses inertes et qu'on respecte aussi ses employés et ses clients, ses fournisseurs, enfin les hommes et les femmes qui nous entourent. Et je le précise parce que on peut
acheter bio, manger bio, boire nature et rester un sociopathe. Donc pour moi, la partie humaniste, elle est très importante. J'ai pas envie d'avoir, dans l'idée, être un Dexter, c'est super, quoi. Tu es là, tu fais la justice et tout, mais en fait, tu es un dingue, quoi, tu vois, dans l'absolu. Tu as zéro émotion. Moi, je veux pas de ça. Du coup, donc French Beaches, c'est du négoce de vin, du coup, 100% français. Ouais. Pourquoi tu as choisi de t'axer un peu sur le négoce et comment, du coup, tu as réussi à mettre en place tout ça? Comment tu as choisi un peu les partenaires, les producteurs avec lesquels tu travailles? Ouais, alors déjà, dans le négoce, je veux préciser parce que négociant, c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui. Ouais, dans le négoce, en fait, ça veut dire achat-revente, négoce, globalement. Et donc, moi, j'achète des bouteilles, j'achète des vins embouteillés sur lesquels je mets mon étiquette. Mais en fait, je fais, dans la plupart des cas, l'assemblage du vin. Okay. Donc, ça, c'est important de préciser. Parce que dans le négoce, tu peux acheter du raisin et le vinifier toi-même. Ça, c'est un premier type de négoce. Tu peux acheter du mou de raisin et ensuite vinifier, enfin finir la vinification. Tu peux acheter du jus donc, que tu remodifies derrière, donc que tu peux assembler avec d'autres jus, donc du vin fini en fait, mais pas encore en bouteille, mais tu achètes en citerne par exemple. Enfin, voilà. Et tu peux acheter je m'appelle du tiré bouché, donc du vin qui a vraiment été finalisé par le vigneron et qui a été mis en bouteille, mais sur lequel il n'y a pas d'étiquette, pas de capsule, tu peux encore faire quelque chose. Et ensuite, tu peux acheter aussi du vin étiqueté, puisque les négociants bordelais, c'est ce qu'ils achètent. Ils achètent la place de Bordeaux, c'est ça, c'est acheter des vins de château et les revendre. Donc, tu as tout ça dans le négoce. Hein. C'est vachement monté. Moi, ce que je fais, c'est que j'arrive juste avant le tiré bouché, c'est-à-dire que les vins sont en cuve ou en barrique, et avec le vigneron, je fais les assemblages, quoi. Donc moi, c'est purement là un aspect organoleptique. Je ne prends pas du tuyau, je ne soulève pas la décharge, je m'attribue pas ce travail-là, surtout pas. J'arrive sur la partie organoleptique, un peu comme le peintre qui a déjà ses couleurs et qui compose son tableau. Mais encore, c'est même pas un peintre parce que le peintre à l'ancienne, façon Léonard de Vinci, le gars il allait dans la nature chercher des plantes pour essayer de faire des couleurs très spécifiques, etc. Donc c'était assez, il y a un aspect assez génial qu'on retrouve chez Vigneron. Ça c'est la parenthèse par rapport au négoce, je le précise parce que c'est toujours très flou. Oui. Et ensuite, comment est-ce j'en suis venu à travailler avec ces vignerons-là? En fait, c'est assez drôle, c'est que c'est pas vraiment venu de moi, c'est plutôt venu d'eux. J'ai commencé, en fait, dans French Beaches, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai fait des vins à côté, d'autres vins. Ça fuse un peu dans tous les sens, hein, parce que j'ai un vin qui s'appelle Sado Merlot, par exemple, qui était un essai. Je suis allé un peu trop loin, je pense que c'est too much. Enfin, si, dans les clubs BDSM, ce serait super, mais ils sont fermés, malheureusement, avec cette crise de Covid. Mais là, pour le grand public, j'étais un peu too much. Ça plaît, mais pas assez pour en faire, pour pouvoir. Là, j'ai perdu de l'argent sur l'affaire, c'est pas grave, hein, c'est partie de la vie. Mais j'ai d'autres gammes qui existent dans les magasins VNB, comme Fils de Poule. Tu vois, j'ai voulu attirer, en fait, justement, encore une fois, ces vingtenaires, tu sais, qui disent souvent FDP, c'est un FDP, le gars. Donc, moi, FDP, j'ai détourné, tu vois, ça ne veut pas dire Fils de Poule au départ, mais moi, j'ai mis ça. Voilà. Et j'ai créé ça. Et j'ai des copains vignerons qui ont commencé à voir ce que je faisais et qui ont dit mais ça te dirait qu'on fasse des trucs ensemble? Et si tu veux, les vignerons qui me disent ça, pour moi, c'est des mecs, c'est des vins, c'est la crème de la crème, quoi. Donc je me suis dit, attends, ce gars-là, il veut qu'on fasse un vin ensemble. Oui, carrément, moi je suis super chaud. Et c'est parti de là. Donc, par exemple, la cuvée X, qui sont les bulles rosées, la méthode ancestrale à 9,5 degrés, léger en alcool. Très, très bon. C'est fait avec Romain Père, un ami. Femme Fatale et Femme Fatale 2 qui sortira cet automne. Ça a été fait avec Sébastien Mann, que j'ai rencontré lors d'une assemblée générale de Biodivin. On dînait à la même table. Et je sais pas, on a vachement sympathisé, qu'on a accroché. Et de fil en aiguille, on est devenus potes. Et très vite, il m'a dit tiens, je vois ce que tu fais, ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un vin blanc de macération, donc un vin orange. Mais je n'osais pas forcément le faire dans le cadre du domaine. Est-ce que ça dit qu'on le fasse ensemble?
moi, je dis, attends, c'est un rêve, c'est plutôt à moi de demander est-ce que tu es OK de travailler avec moi. Donc, c'est parti de là. En fait, Friend Beaches, c'est construit vraiment comme ça. Je n'avais pas d'idée préconçue. Je ne suis pas arrivé en me disant, ça va être ça, il y aura plein de vins, on va faire un vin toutes les équinoxes. Sachant qu'au départ, j'étais même parti sur un vin par saison. Ouais. Donc, Friend Beaches a été lancé officiellement en février 2020. Donc, on est des bébés. Et en mars 2020, confinement. Donc, si tu veux, au départ, je devais faire un vin par saison, mais le confinement m'a un peu calmé. Donc, je me suis dit, bon, ça s'appelle la gamme Equinox, on va faire un vin par Equinox, c'est déjà très bien. Et encore, je dis un vin, c'est une cuvée parce que j'ai sorti de la bière. Ouais. Je prépare un spiritueux. Ok, cool. Ouais. Donc, tu vois, créer un pont entre les mondes du vin, créer un pont entre les différents breuvages. Potentiellement, je pourrais faire même peut-être un soft drink, une boisson, pas un vin sans alcool, surtout pas, mais une boisson sans alcool. Jamais de la vie un vin sans alcool. Jamais de la vie un vin en canette. Voilà, après, ça, c'est mes convictions. Mais par contre, un boisson sans alcool, pourquoi pas, quoi. Un vin sans alcool, c'est du jus de raisin. C'est complètement idiot de faire un vin et ensuite de désalcooliser. Non, je suis vraiment anti ça, quoi. Je trouve ça totalement absurde. Je trouve que c'est… Bref, c'est une parenthèse. Voilà, ferme. Et du coup, donc c'est plutôt les producteurs du coup qui sont venus vers toi. Est-ce que par la suite, tu as dû aussi toi aller créer des partenariats ou c'est vraiment que des hasards entre guillemets de la vie un peu qui t'ont permis de faire ces partenariats? Du coup, après, j'avais des envies de cuvée. Par exemple, je prends la cuvée Colline d'Amour. J'avais envie de faire un sucre, donc un vin, comment on appelle ça, sec tendre, demi-sec, moelleux ou liquoreux. En fait, je ne savais pas, j'avais une idée comme ça. Je voulais, c'est plus tellement des vins à la mode, mais je voulais remettre ça justement, encore une fois, au goût du jour, voir si on pouvait tenter des choses. Et j'ai demandé à un copain, vigneron aussi, qui s'appelle Émeric Hiller, du domaine Mélaric, donc ils sont des saumures magnifiques. Donc je ne travaille pas avec lui aujourd'hui, mais tu vois, après, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le vin. J'ai visité, c'est ma passion, donc j'ai visité un maximum de vignobles. Je dors vin, je pense vin, je me réveille vin. Enfin, c'est un peu une folie, quoi. Tu vois, c'est une passion dévorante. Enfin, tu connais ça. Donc forcément, tu connais pas mal de monde. Et bon, Émeric, lui, il fait très peu de sucre et c'est des années exceptionnelles. Et il n'a pas beaucoup de vin à vendre. Donc il m'a dit non. Par contre, il y a des vignerons qui font des choses chouettes et qui méritent à être connus. Et il m'a mis en relation, en fait, via d'ailleurs une autre personne, Pauline Lair, qui aujourd'hui est vigneronne, a un négoce aussi, un chez urbain, qui s'appelle Messi. Via toutes ces connexions, boum, j'ai rencontré Michel Maestrojean. Michel Maestrojean du domaine Antras en Côte de Gascogne. Et on a commencé à discuter, à sympathiser. J'ai dégusté des vins qu'il faisait et je suis allé le voir. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble et on a fait cet assemblage Colline d'Amour. Donc là, en l'occurrence, c'est parti d'une recherche et des présentations, tu vois, qui se font, quoi. J'ai des idées de cuvée, j'ai des envies de proposer des choses. Donc, d'un point de vue gustatif, d'abord, vraiment ça, d'un point de vue organoleptique ou de région ou de terroir. Et surtout des prix abordables, ça c'est très important pour moi, bien que ce soit relatif aussi. Le prix abordable, qu'est-ce que ça veut dire? Le juste prix, en tout cas, le bon prix. Ouais. Et donc, il y a des partenariats qui sont faits comme ça. Ouais. Et il y a des gens que moi, je suis allé chercher. Ouais. Sur la gamme classique, c'est moi aussi qui suis allé chercher les vignerons catalans avec qui je travaille et la famille Bréban. Je représente par ailleurs dans Cocovin sur une partie qui est un peu le 13e vigneron, on va dire. Une partie un peu plus business sur des rosés de Provence. Ok. D'accord, donc c'est toi qui viens un peu avec ton cahier des charges, entre guillemets, ton souhait, et vous travaillez ensemble. C'est plus une collaboration, en fait, au final. Oui, par exemple, la gamme classique, je descends à la cave enfin, je descends, j'habite à Angers, donc en fait, je descends, je vais dans le sud de la France et je fais des assemblages avec l'œnologue maison, tu vois, par exemple. Ok. Ça, c'est pour les vignerons catalans. Après, sur les autres gammes, bon, ça s'est fait pas mal aussi par téléphone pendant le confinement, sur certaines cuvées, mais ils m'envoyaient en fait donc des échantillons de cuves et on assemblait, quoi. Mais moi, j'aime bien quand même aller sur place, voir les choses parce qu'aussi il y a des idées qui arrivent. Dire, attends, j'ai une barrique là au fait, ça pourrait être intéressant. J'ai cette barrique là, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, on fait des prélèvements et on déguste. C'est génial, quoi, parce qu'il y a un échange aussi avec le vigneron. Moi, je pose des questions sur le processus de vinification,
Je sens un truc au niveau du goût, je dis, tiens, ah oui, c'est tel millésime, c'est à cause de ça, ou c'est tel terroir, attends, je t'emmène. Donc, il m'emmène sur le terroir, je comprends mieux le truc. Moi, je vis ma passion à travers ça. Hein. C'est pas juste du business. Hein. C'est loin de là. D'ailleurs, Friend Beachy, je ne me rémunère pas et je ne me rémunérerai pas. En fait, je ne prendrai pas de salaire. Je suis dans une autre dynamique. En fait, je vis aujourd'hui de coq au vin, avec des marques aussi qui sont dans coq au vin. Coq au vin est une agence, mais aussi finalement est devenu aussi un négoce avec les Cat, avec Fils de Poule. Friend Beachy, je suis dans une autre dimension. J'essaye de vraiment créer ce pont. J'ai d'autres ambitions en fait. D'accord. Et pas la pression du coup. J'allais dire, j'ai pas la pression financière, si, parce que j'ai fait des pertes monumentales à mon échelle à cause du Covid, mais j'ai pas la pression de moi de me dire je vais me payer, etc. Je suis détaché de ça. Ça te donne une énorme force dans la créativité et tu peux te lâcher. Donc, on peut faire on peut se permettre de faire une cuvée X qui n'a même pas de nom, en fait. C'est juste ça s'appelle X parce que il y a un X sur la cuvée avec des formes artistiques à l'intérieur et érotiques. On y voit plein de choses. Et certains, ils voient la porte de l'enfer de Rodin, tu vois, tous ces corps entremêlés. Donc, c'est génial, ça appelle à des choses intéressantes. Liaison dangereuse, avec des références aussi à la poésie, des références à la littérature. Je fais intervenir des artistes pour la création des étiquettes. Donc, aussi, je me lâche sur ça. Je n'ai pas de contraintes budgétaires. Bon, je veux dire, j'ai pas d'actionnaire, pas de choses comme ça qui viennent m'imposer quoi que ce soit. Donc, si j'ai envie de prendre un artiste et de travailler avec, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc, il y a une grande liberté dans Friend Beaches et c'est ce que je veux cultiver aussi à travers ça. J'ai digressé complet de ta question par rapport au partenariat. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, du coup, en plus, ça fait le lien avec un peu ma question suivante, justement, où j'étais dans l'optique, justement, je voulais te demander un peu de parler, justement, de tes valeurs et du but que tu veux mettre en action, puisque tu travailles vraiment sur du bio, du nature, de la modernité, de l'audace, du fun et un peu du second degré, voire du troisième degré, plus le côté un peu artistique. Donc, je trouve que c'est vraiment, du coup, dans tout ce qui est liberté, générosité, et en même temps engagement dont on parlera aussi un petit peu après plus en détail, mais du coup tu fais le lien avec ma question qui est vraiment c'est grâce à cette créativité du coup et le fait de pas te mettre de barrière au final que tu arrives à mettre vraiment toutes tes valeurs en action vers un but vraiment plus spécifique. Donc est-ce que tu peux parler un peu justement de toutes tes valeurs, donc surtout ce qui est pas mal aussi la modernité, le fait d'avoir le domaine artistique, tout ce qui est environnement, et vers quoi tu veux mener un petit peu French Beaches en profitant justement de ne pas avoir tous ces comment dire, toutes ces choses qui peuvent un peu te couper dans ta créativité. Ouais, bien sûr. En fait, il y a plein de choses derrière French Beaches, effectivement. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment mis mon âme, ou qui je suis, avec les valeurs, je pense, qui sont celles que je porte au quotidien. Donc, la liberté, c'est très important, effectivement. Pour moi, tu as parlé de générosité. Alors, c'est difficile de se dire généreux, parce que c'est un peu, le gars, il se regarde et il dit, moi, je suis généreux comme gars. Mais à force qu'on me dit, je pense que du coup, je pense à comprendre que je suis d'une certaine manière. Et l'audace. Même dans tes vins, qui, comme tu disais au début, qui sont des vins de soif, etc., ça rentre aussi dans l'aspect un peu générosité, de faire des choses un peu, pas plus simples, mais peut-être plus abordables, comme tu disais, pour les jeunes, etc., qui connaissent pas forcément le vin, et permettre de leur ouvrir aussi un nouveau monde. Donc, ça reste, pour moi, en tout cas, à mon sens, de la générosité. Oui, complètement, c'est d'offrir, c'est ça, d'essayer d'aller vers les gens, tout à fait, et pas penser qu'à soi ou qu'à son truc. C'est toujours difficile parce que dès que tu fais des affaires, il y a toujours une part, forcément, il faut une rentabilité, il faut que tu arrives à faire tourner la structure. Donc, il faut faire attention avec la générosité parce que tu peux faire couler une boîte, quoi. Donc, il faut quand même, il faut arriver à cadrer ce truc-là. Ça, c'est important. Et puis, l'audace, on a parlé aussi. Donc, ça se voit, je pense, à travers les étiquettes, à travers la manière dont on communique, à travers ce qu'on fait. Et l'engagement, j'ai toujours eu. Ça, je fais très attention parce que c'est très à la mode. Récemment, j'ai vu le compte Instagram de quelqu'un qui met publicitaire et engagé. Bon. Et on met l'engagement à toutes les sauces maintenant, quoi. Donc, je fais très attention à ça. Je fais très attention au greenwashing, alias éco-blanchiment.
On peut vite tomber dedans. Bon, après, ça reste, il y a un aspect positif parce que si c'est l'intérêt qui pousse ces gens-là à faire une forme de greenwashing, d'éco-blanchiment, au final, dans les actes, ils sont obligés d'être écologiques. Ouais. Je prends un exemple, je ne citerai pas la marque, j'ai pas envie d'avoir un procès, mais pour diffamation ou je ne sais quoi, bon, même si je pense que c'est pas de la diffamation, mais bon, ils sont plus forts que moi. Tu as des marques qui te disent on a réduit notre empreinte carbone de X%. Parce que on a fait un emballage, enfin un suremballage, un coffret cadeau écologique. Bah, moi, j'ai envie de te dire, si tu veux réduire 100% de ton empreinte, en fait, ne fais pas ce coffret qui sert à rien et que de toute façon, à partir du moment où on t'offre ce cadeau-là, enfin ce coffret, tu le fous à la poubelle direct. Ça, c'est un truc moi qui me dépasse en fait. Et, c'est encore très à la mode, c'est très marketing parce que ces gens-là vendent des millions de bouteilles, donc à des années-lumière de moi qui, quand je fais une cuvée. Dans la gamme Equinox, j'ai des cuvées, c'est 1000 bouteilles. Quoi, hein. Ouais, Donc, oui. et je précise parce que quand tu dis ça au grand public, tu dis 1000 bouteilles, ils font waouh, c'est énorme. Non, 1000 bouteilles, c'est rien. 1 million de bouteilles, ça commence à être beaucoup. Mais des marques qu'on boit et qui se disent premium, où tu as des bouteilles, c'est 40 € la bouteille, bah, la production, c'est 35 millions, voire 40 millions de bouteilles. Okay, et où tu as des marques ultra premium, 150 € la bouteille chez un caviste. Et c'est 6 millions de bouteilles. Donc, c'est des vins industriels et positionnés premium. Bravo, bien joué les gars. C'est là que je dis qu'il y a un vrai plaisir intellectuel finalement derrière le vin, puisque tu n'achètes pas, tu achètes une marque. Bref, ça c'est. Je fais une parenthèse sur l'aspect engagement parce que nous, concrètement, comment ça fonctionne, on n'est pas parfait. Enfin, moi, j'essaie d'être exemplaire au quotidien déjà dans ma vie et dans mon entreprise. Maintenant, pour créer ce pont entre les différents publics, entre les mondes du vin, il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. Et aujourd'hui, 90%, 88% d'après la RVF, ça c'est une source officielle RVF, il y a débat sur les sources parce que tu trouves plein de trucs, mais en tout cas, on peut être sûr que c'est au moins les 3/4 des vins sont achetés en grande distribution. Ouais. Et le prix moyen des vins en grande distribution, j'ai halluciné sur les chiffres, mais ça tourne autour des 3,50 € TTC. Donc, il faut en plus enlever 20% de TVA. C'est des prix délirants. Moi, c'est même pas enfin, c'est loin de mon coût de revient sur mes cuvées, quoi. C'est même très loin de mon coût de revient sur les cuvées. Donc, moi, je peux pas aller jusque-là, faire des vins comme ça parce que moi, j'ai du mal avec cette idée, même si je comprends qu'il faut donner accès au vin, il n'y a pas de problème. Mais je préfère communiquer sur le fait, par exemple, dans French Vichy, on a des vins à 9 €. Moi, ce que je dis, c'est que sur la gamme classique, bois plutôt une bouteille sur 3 jours à 9 €. Ça te coûte le même prix que 3 bouteilles sur 3 jours, donc une bouteille par jour. Une bouteille à 3 € par jour. Quoi. Tu te dis, ouais, mais moi, je n'ai pas les moyens, je dois me payer une bouteille à 3 €. Ok, mais si tu la bois tous les jours, tu vas t'abîmer en plus. Donc, réduis peut-être ta consommation, mais bois mieux. Bref, ça, c'est un vrai combat, en fait, sur ce truc-là aussi. Mais je peux difficilement faire moins que ce que je fais avec French Beaches, sur cette cuvée à 9 €. Donc, pareil, excuse-moi, j'ai encore un peu dérivé, mais pour revenir donc sur les valeurs, on n'est pas parfait, mais sur l'aspect engagement, en fait, si tu veux, donc voilà, la gamme Equinox, par exemple, c'est que des vins qui respectent le vivant, ça c'est très important pour moi. Donc, quand je dis le respect du vivant, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas d'éléments chimiques en fait qui viennent de cette industrie, quoi, qui on va dire la grosse industrie chimique qui empoisonne littéralement. Il n'y a pas de ça. Au niveau pareil, le soufre, c'est un grand débat, mais le soufre, c'est le moindre mal en fait. Hein. Quand on parle de soufre, c'est qu'on a déjà éliminé plein de choses avant. On ne va pas se tromper de débat. Quand on parle de soufre, c'est qu'il n'y a déjà pas de pesticides il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de colorant au chai, il n'y a pas, je sais pas, il y a tellement d'intrants que je ne sais même pas les citer. Quoi. Il y en a 400, il y a des colorants, il y a des trucs pour arrondir, il y a des trucs pour sucrer, des trucs pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Mais il y a des moindres mal aussi là-dedans, hein, donc il ne faut pas tout amalgamer. Moi, j'arrive au bout de la chaîne. Après, une fois qu'on arrive, qu'on a ce minimum de chimie, enfin, ce n'est pas du tout chimique, c'est juste essayer de produire naturellement, en fait, des vins faits naturellement. On arrive, on réfléchit sur le soufre, comment est-ce qu'on protège le vin. Donc, il y a plein de manières de protéger le vin de manière naturelle, comme garder du gaz carbonique un peu, mais ça, les gens peuvent être aussi un peu surpris sur des rouges qui pétillent, etc. Travailler en milieu réducteur. Donc, après, moi, je ne suis pas vinificateur, donc je ne vais pas rentrer en débat dans le détail de ça, mais travailler en milieu réductif d'oxygène, c'est éviter de trop altérer le vin avec l'oxygène.
Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'oxygène, donc ça va garder, ça va protéger le vin naturellement. On va avoir un côté un peu réductif, mais pareil, ça surprend. Quand on ouvre un vin, on n'est pas habitué, ça peut sentir un petit peu des aromatiques graphites, des aromatiques qui nous perturbent un peu, parfois un peu écurie aussi, des choses comme ça. Qui partent ensuite à l'aération, mais ça surprend au début parce qu'on ne prend pas trop le temps de déguster. Donc nous, voilà, on essaie de travailler cet aspect-là déjà au niveau de la vinification et des vignes le plus naturellement possible. Donc ça nécessite plus de travail parce que forcément, tu as de l'herbe qui pousse, ce qu'on appelle moi, j'aime pas trop le terme mauvaise herbe. Adventice, je préfère, c'est le mot en fait qui veut dire une herbe folle. Mais c'est pas une mauvaise herbe. Là, l'herbe, c'est que la nature, il n'y a rien de mauvais dans la nature, absolument. Il y a des choses dangereuses, il n'y a rien de mauvais en soi. Donc, plutôt que d'utiliser un herbicide, tu utilises une pioche. Enfin, tu travailles les sols d'abord et après tu finis à la pioche. Ah ouais, c'est beaucoup de travail. Ça veut dire embaucher quelqu'un, ça veut dire du boulot, ça veut dire plus le payer, etc., etc. Donc, ça veut dire un vin aussi plus cher. Par contre, ça veut dire aussi un vin plus qualitatif parce que tu régénères les sols, tu contribues à la biodiversité. Bref, il y a 1000 trucs à dire sur l'aspect vinification, sur l'aspect viticulture. Donc, ça, je vais juste je vais résumer en respecter le vivant du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, jusqu'à celui qui boit. On respecte celui qui boit le vin. On ne somme pas de saloperie dans le pinard. C'est du jus de raisin fermenté, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Léonard de Vinci, la simplicité est la plus grande des sophistications. Et c'est pas un hasard. En fait, du jus de raisin fermenté, tu dis, c'est simple, c'est juste du jus de raisin fermenté. C'est plus compliqué que ça. Pour pas avoir un truc déviant, pour avoir un truc super bon, il faut être un orfèvre. Il faut avoir des raisins d'une qualité extrême. Il faut les manipuler avec une grande précaution. Parce que le moindre petit écart, une baie de raisin qui pète, hop, tu as tout de suite de l'oxygène qui arrive, ça oxyde le jus, et très vite, tu peux avoir ce qu'on appelle le côté acétate, acidité volatile, un côté un peu au nez, vinaigre, quoi, en fait, très vite. Donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, sur la gamme Equinox, on a des étiquettes éco-conçues. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des étiquettes en fait, qui sont en déchets de lin, en déchets de chanvre, en déchets de canne à sucre, pas d'arbre. J'essaye aussi d'alléger un maximum les bouteilles. Ce n'est pas le cas partout, hein. J'ai des bouteilles qui sont un peu plus lourdes. Après, l'avantage du verre, c'est que ça se recycle et qu'il y a un vrai, au-delà du fait que ça se recycle, c'est vraiment recyclé. Parce que par exemple, ce que j'aime pas dans la canette, c'est qu'on dit 75% des canettes sont recyclées, l'aluminium, ça se recycle. Non. Ça, c'est les études menées par les producteurs de canettes et d'aluminium. Mais il y a un article très intéressant d'une jeune boîte qui s'est créée il y a quelques années à Toulouse et qui était partie sur ces chiffres-là. 75% des canettes se recyclent, on va créer une boîte autour de ça, on va mettre des boîtes pour réceptionner toutes ces canettes partout dans la restauration, partout, et pour vivre de ça. Eux se sont rendus compte qu'en fait, c'est seulement 20% des canettes qui étaient recyclées. Donc, il y a quand même deux mondes là, deux chiffres. Dans le verre, il y a un vrai recyclage. C'est pas parfait, ça peut être amélioré, mais il y a un vrai élément, voilà, ça c'est important. Après, sur les bouchons, moi j'aime travailler quand même avec le liège, qui est naturel. Ça c'est quand même assez important pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions sur cette idée, est-ce que je prends aussi du résidu de canne à sucre, des choses comme ça et tout. Donc, pareil, j'ai pas encore tout résolu là-dessus, mais il y a des grands questionnements aussi sur le bouchage. Le congé aussi aujourd'hui, moi c'est un truc qui me gêne énormément, donc j'essaye de travailler aussi de la cire naturelle. Ça implique aussi de l'humain, donc ça augmente aussi le prix du vin, tout le monde n'est pas prêt à payer. Les capsules, il y en a pas mal qui sont recyclées, mais quand même là j'aimerais vraiment arriver à un truc où on n'ait pas de capsule, ou je sais pas, un truc. Et c'est pas si simple, parce que pas mettre de capsule, t'exposes le bouchon, et t'exposes le bouchon à des bactéries qui peuvent affecter le vin, pas que d'un point de vue organoleptique, mais qui peuvent affecter le vin et donc t'affecter toi aussi, donc sur ta santé. Donc, il y a plein de choses comme ça, des questions à se poser. Donc aujourd'hui, moi je travaille sur les étiquettes éco-conçues sur la gamme Equinox. Je voudrais les passer aussi en éco-conçu sur la gamme classique. Je suis en train de travailler là-dessus. Ok. Ça c'est un point important. L'allègement des bouteilles, c'est aussi un point sur lequel je travaille avec les vignerons. Donc là-dessus, on avance bien et surtout les verriers avancent parce qu'on a besoin de fournisseurs. C'est pas le transport, je voulais, avec Friend Beachy, je trouvais que ça fait du sens d'utiliser par exemple des bateaux, des voiliers, mais comme aujourd'hui là-dessus, mais en fait ça n'existe pas vraiment. Les transporteurs aujourd'hui sont très loin de ça. Donc récemment, il y a NC qui avait fait une communication là-dessus en disant voilà, maintenant NC, les cognacs NC partent par bateau à l'export. Puis en fait, quand tu lis l'article,
c'est par bateau à l'export? Non. Oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas tout l'export, c'est uniquement les États-Unis, et c'est que 4%, Oui. 4% de l'exportation des cognacs aux États-Unis. Donc sur la Stockholm, c'est génial, mais c'est que 4% des exportations aux États-Unis, donc ça pèse que dalle en fait au final. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit 95%. Mais c'est super quand même que des grosses boîtes comme ça se mettent là-dedans parce que ça ouvre la porte à des petites entreprises comme moi. Moi, je n'ai pas les moyens de faire pression sur un transporteur et de lui dire écoute, maintenant tu me mets du voilier. Le mec, il me regarde, il me fait allez, super. Donc, mais ça c'est un point que, clairement, dès qu'on a accès à ça, je mettrai sur voilier. Ça implique une énorme communication, dans le sens où il faut expliquer au client que son vin il va pas arriver en 2 mois, mais peut-être en 6 mois. Mais donc, tu vois, on a des vins de garde, il n'y a pas de problème de cet aspect-là. Par contre, il faut expliquer aux clients qui sont habitués à travailler en flux tendu qu'il faut changer ces habitudes-là. Ça, c'est un travail énorme, c'est pas que moi, il faut que tout le monde change ses habitudes. Moi, je suis prêt à le faire, j'ai aucun problème que mes vins attendent 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais regarde, le canal de Suez s'est bouché. Ça a mis un merdier à l'échelle mondiale pour un bateau qui s'est mis en travers d'un petit canal. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Donc, ça montre qu'il faut aussi changer cet aspect-là. Bref, donc moi, j'essaie de travailler sur tous ces aspects. Je suis petit, je fais ça à mon échelle. La clé, le point numéro 1, c'est sur la qualité du vin. Et ensuite, bien sûr, le packaging. Question, hein. On envoie des mails. Un mail, ça consomme énormément d'énergie. On est sur Instagram, Facebook. Sans ça, on n'a pas de visibilité et ça consomme une énergie folle aussi, les réseaux sociaux. Pas l'énergie de moi, mais une énergie terrestre, quoi, une énergie de la bande passante, etc. Enfin, c'est toutes ces questions, quoi. Idéalement, moi, j'aimerais vivre dans un monde low-tech, avoir, tu sais, le vieux Nokia à l'ancienne, juste pour les coups de fil. Et voilà, travailler beaucoup plus lentement, sur une dynamique différente, moins de réseaux sociaux, etc. Maintenant, c'est le monde dans lequel on vit, donc il faut essayer d'allier low-tech et high-tech, même si j'essaie d'aller sur la low-tech au maximum. C'est très clair tout ça, mais voilà, il y a cette je parle de la dimension écologique, mais il y a plein d'autres dimensions. Il y a une dimension poétique, une dimension de contemplation. Il y a une volonté aussi de ralentir le monde avec ça, de ralentir le temps. Sans partir dans un truc très ambitieux à dire c'est bon, on va ralentir le monde, on va sauver la planète. Non, pas du tout. La planète, elle s'en sortira très bien sans nous, sans les êtres humains. Mais essayer déjà de nous sauver nous un peu, quoi, à notre échelle. Si on peut rester nous, c'est pas mal quand même. Voilà, non, mais bien sûr. Mais j'aime pas cette idée on part encore dans un délire mégalomaniaque de dire nous on fait de l'écologie, c'est pour sauver la planète. Ouais, redescends. En fait, la planète, elle n'a pas besoin de toi. Tu veux te sauver toi, on veut te sauver nous en tant qu'être humain, et c'est déjà énorme en fait. Sauver la planète, non, la planète, elle n'a pas besoin de nous en fait. Elle a existé avant nous, elle existera après nous. La planète a quoi, 4 milliards et demi d'années. Nous, on a quoi? On a 100 000 ans, l'Homo sapiens sapiens, ou 300 000 ans, je ne sais même pas combien on a. Ouais, c'est pas grand-chose. La civilisation, voilà, redescendons, quoi. On n'est rien du tout, quoi. Non, mais c'est très important parce que ça fait tout de suite, ça fait redescendre, même sur moi, mes projets qui est très simple. Au final, il y a toute cette dimension-là derrière qui m'anime, mais en fait, à la fin, moi, je fais des vins qui sont là pour être bu et épicés, quoi, tout simplement. Ouais. Aussi simple que ça. La conclusion, donc ton but, c'est ça. Ben voilà, très simplement, pour redescendre un peu sur un aspect terre à terre et redescendre un peu sur terre. Après, ça ne m'empêche pas de me poser 1000 questions et d'avoir le cerveau qui bouillonne sur plein de choses et d'essayer de vraiment minimiser mon impact. Mais c'est, je ne suis pas tout seul, c'est pas qu'à moi de faire tout ça. Je pense qu'il faut que les politiques se bougent surtout. Le citoyen, c'est facile de le blâmer comme on le fait aujourd'hui. Tu vois, regardez, ils font la fête alors qu'on est en plein Covid, ça va pas du tout, c'est à cause d'eux. Non, il faut redescendre. C'est le citoyen, lui, il essaie de vivre sa vie comme il peut et faut l'aider, faut l'accompagner. Si on lui donne des SUV à acheter, faut pas lui reprocher après de rouler en SUV en fait. C'est un peu facile. Donc moi, je suis à mon échelle en tant qu'entrepreneur, moi, j'essaie de pousser les choses au maximum. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des politiques qui imposent un système. Si les politiques disent maintenant c'est fini les gros cargos aux énergies fossiles, tout le monde doit être en voilier, la question ne se pose plus. On est tous mis à la même enseigne, donc le monde il ralentit de force. Il n'y a plus de choix. Donc ça, c'est des choses, je précise parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Moi, je vois beaucoup d'angoisse dans des gens qui me contactent, beaucoup de vingtenaires aussi qui me contactent, qui ont envie de bosser avec moi ou autour du projet, qui me posent des questions.
les pauvres, quoi. Il y a une angoisse folle, quoi. Ils ont 20 ans, il n'y a pas d'insouciance, quoi. Moi, je trouve ça tragique. Moi, je veux essayer de remettre aussi de l'insouciance. Il y a de la conscience, bien sûr, toujours en ayant conscience de ce qu'on fait, mais, euh, mais remettre aussi de l'insouciance un peu, tu vois, avec mes cuvées orgie silencieuse, voilà, liaison dangereuse, on se lâche. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect-là, c'est très important pour moi, quoi. Rester engagé, libre, etc., mais tout en étant aussi un peu fun et audacieux, quoi. Enfin, en Ouais, étant humain, tout simplement, en fait. Enfin, non, mais vivre, en fait, quoi, tu vois, ouais, vivre et pas vivoter, c'est très important, quoi, ouais. vivre. Et vivre, ça ne veut pas dire s'acheter une grosse voiture, partir en vacances aux Seychelles, et c'est pas ça pour moi, y avoir une grosse maison et un appart là, je sais pas quoi, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vivre, c'est avant tout via la liberté, justement, ouais, comme tu le dis, et l'audace, et la générosité, et l'engagement, enfin, c'est une forme de vie, quoi, tu vois, tu vibres Ouais, en. la collaboration, le lien, l'amour, quoi, en fait. Enfin, Ouais, exactement, et ouais. l'amour, voilà, exactement, et c'est très juste. Et du coup, justement, tu donnais un peu les noms des cuvées et tout. Alors moi, je trouve ça rigolo en plus parce qu'il y a toujours un petit verre de poésie, etc. Donc il y a vraiment un truc fun, audacieux et artistique en même temps, un peu décalé avec justement, comme on vient de dire, le sérieux un peu du monde, surtout dans le monde du vin, parce que en général, on est quand même sur des trucs assez carrés, un petit peu vieux jeu, hein, souvent. Faut pas se le cacher non plus. Ouais. Surtout en France en plus. Est-ce que tu as eu des réactions, par exemple, par rapport à tes étiquettes ou au nom des vins, par rapport au consommateur ou même, je sais pas, le producteur à qui tu dis, tiens, le vin, il va s'appeler comme ça, par exemple. Oui, ben, il y a des choses rigolotes parce que ben, plusieurs générations se côtoient sur, Mm. alors, j'allais dire tous les domaines, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle des néo-vignerons, des gens qui n'étaient pas du tout dans le secteur et qui ont créé des vignobles de toutes pièces et qui font souvent vraiment des vins magnifiques. Mais moi, je travaille aussi avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Et donc, il y a différentes générations qui se côtoient. Et je peux surprendre certaines générations. Ouais. Quand j'arrive avec Femme Fatale, par exemple, Ouais. euh, déjà un vin blanc de macération, même si ça existe depuis l'Antiquité et qu'on on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau et à la mode, pas du tout. Le vin orange, en fait, c'est vieux comme le monde, enfin comme le monde du vin, ou les mondes du vin. Je crois que ça fait Et 8000 ça ans. a 7 8 000 ans, je crois. Je crois que c'est Ouais. très vieux, quoi. Les premières traces, je crois que c'est Géorgie, ça doit être un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Donc c'est quand même. Puis c'est simple, en fait, c'est un vin blanc vinifié comme un vin rouge. On laisse macérer les pots. Bon, bah, c'est pas non plus. Voilà. Y a rien tu vois, d'extravagant là-dedans. Mais bon, déjà, on surprenait parce que ça se faisait plus depuis longtemps. Donc, ça a été remis au goût du jour il y a 15-20 ans par un Slovène. Mm. Donc, tu vois, c'est revenu là sur le devant de la scène comme ça et dans plutôt la catégorie des vins nature. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mm. Déjà, avec le vin, on surprend. Et l'étiquette, une bouche comme ça, un peu décalée, très moderne sur l'étiquette, ouais, ça dénote hein, du clocher d'église dans les vignes ou des choses un Oui, peu, voilà, ouais. Mm. des armoiries de la famille ou des choses comme ça. Des dessins un petit peu plus naïfs pour se distinguer. Plus le nom Femme Fatale qui pouvait. Je sais pas, à un moment, j'ai eu peur qu'il y ait des réactions parce que j'ai eu une réflexion, mais en fait, ça a été vraiment totalement. Enfin, c'était un épiphénomène, on va dire, sur Femme Fatale, parce qu'avec l'aspect MeToo, etc., on s'est dit ah, le mec, Femme Fatale, la Femme Fatale, c'est la femme en porte-jartel. Bah, pas du tout, quoi. Moi, dans mon imaginaire à moi, la femme fatale, c'est pas du tout la femme en porte-jartel. Mais c'est vrai que si tu tapes sur le moteur de recherche femme fatale, bon, tu as des trucs un peu chelous qui tombent. Mais moi, c'était Truffaut, tu vois, c'était Catherine Deneuve, années 60, quoi, tu vois, Belmondo, Catherine Deneuve, dans l'aspect cinématographique. La femme fatale, le terme apparaît, je crois, au début du 19e siècle, avec justement des aspects rebelles de la femme qu'on a soumis au foyer, où elle commence à empoisonner son mari. Voilà, un machin. Cette idée-là, moi, je la voyais plutôt sur cette lecture-là, quoi. Et bon, je pense que ça a été compris au final, puisque à force de parler, de voir des choses, moi, d'expliquer un peu, les gens comprennent un peu qui je suis, voient bien que voilà, y a pas un aspect, c'est pas premier degré chez moi, quoi, jamais. Donc il y a différents niveaux de lecture. C'est plutôt bien reçu. Tu vois, par exemple, Liaison dangereuse, je m'adresse à plusieurs catégories de la population. Liaison dangereuse, il y a un aspect érotique, mais il y a aussi un aspect littéraire. On connaît le roman, Liaison dangereuse. Il y a l'album de Doc Gynéco, le deuxième album, Liaison dangereuse. Enfin, tu vois, il y a plusieurs trucs, quoi. Il y a plusieurs aspects qui viennent se mêler. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a toujours un aspect un peu
sensuel, ouais, dans ce qu'on produit, mais parce que c'est aussi une opposition à cette société, je trouve, qui s'hygiénise, qui se puritanise dans tout, dans la manière de communiquer, tout est très premier degré maintenant. Tu dis un truc, tu te fais assassiner, quoi, alors qu'en fait, je sais pas, il y a de la nuance, quoi, dans les mots, il y a différents, encore une fois, niveau de lecture dans ce qu'on dit. Donc ça, c'est un petit peu, bon, c'est ma réponse à mon échelle, hein, personne ne va l'apercevoir, je ne vais pas changer le monde, je pense, mais en tout cas, voilà, moi, c'est dans cette dynamique-là que je m'inscris. Et après, oui, tu vois, Colline d'amour, la cuvée s'appelle Colline d'amour, mais après, je me suis rendu compte que c'était écrit nulle part sur l'étiquette. On n'a pas écrit ni sur l'étiquette, ni sur la contre-étiquette, donc je le rajouterai peut-être, mais non, mais tu vois, on se laisse cette liberté-là, quoi. Ouais. Et donc, Colline d'amour, au final, c'est presque entre initiés, quoi, tu vois, mais c'est pas mal, j'aime bien garder un côté mystérieux et pas faire du marketing comme ça, frontal. C'est pas que ça, quoi, justement, ça montre que moi, je suis pas un obsédé du... c'est plus un aspect artistique et libre, encore une fois, qu'un aspect marketing. Je ne réfléchis pas comment ça va être perçu par le consommateur. Déjà, je n'aime pas trop le terme le consommateur. Moi, je préfère m'adresser à des buveurs, à des citoyens buveurs. Parce que c'est un terme qui, quand même, c'est surutilisé, quoi. Consommation. Ouais. Donc, moi, j'essaye de m'adresser un petit peu à autre chose, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais tu vois, voilà, il n'y a pas qu'un aspect... marketing, un aspect un peu plus libre et artistique où on se lâche. Moi, je donne carte blanche aux artistes avec qui je travaille. Sur Inox, même d'ailleurs, la Game Classique, j'ai donné carte blanche, quoi. C'était très libre. Je donne le nom de la cuvée, le vers de poésie qui sera sur la contre-étiquette, une description du vin de manière organoleptique, et je dis voilà, c'est les 3 bases. Maintenant, tu es libre, lâche-toi, quoi. Ok. Il sort des choses très intéressantes. Oui, ce que j'ai goûté jusque-là était très très sympa. Ouais. Du coup, donc tu parles un petit peu de tes 2 gammes. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux présenter un peu la vision un peu de chacune des gammes, la gamme classique et la gamme Equinox? Bien sûr. Alors, j'ai vraiment ces 2 gammes pour créer ce pont dont je parle. La gamme classique, j'ai voulu faire ce que je fais pas mal d'exports, donc déjà avec Cocovin, je veux dire, même dans mon métier de salarié précédent, c'était ça. Et il y a un terme en anglais qui était pas mal utilisé dans notre monde, c'était les no-brainer. No-brainer. J'aime bien ce terme. En français, sans prise de tête, parce que sans cerveau, ça marche. Mais sans prise de tête, quoi. C'est un peu ça. Et l'idée de la gamme classique, c'est de faire des vins de plaisir immédiat. Le vin que tu bois, les gens boivent sans réfléchir, justement. Tu mets sur la glace, clac, tu mets la bouteille dedans et tu ne commences pas à réfléchir est-ce que je dois l'ouvrir avant, le carafer, à quelle température, etc. Tu vois, il y a un peu ce côté facile. Je suis en bord de plage, je pique-nique avec mes potes, je mets ça dans la glace, je ne réfléchis pas parce on pense à autre chose, on pense à rien, en fait. Donc, il y avait cette idée-là. Et faire des vins aussi donc, accessibles sur cet aspect-là et accessibles au niveau prix. Alors, bien sûr, encore une fois, je ne fais pas des vins à 3 ou 5 euros, ça je ne sais pas faire. Mais j'ai voulu vraiment essayer d'arriver sur ces vins-là, 8, 9 euros, 10 euros. Bon, après, il y a les marges des distributeurs, donc il faut préserver ça. Mais j'essaie de faire les vins les plus accessibles possibles sur cette gamme-là. Une gamme simple, sans prise de tête, des assemblages faciles. Ce qu'on appelle aussi des vins de soif. Voilà, vins de plaisir immédiat, vins de soif. Ça, c'est sur cette gamme-là. Un blanc, un rouge, un rosé. Très simple. Ensuite, sur la gamme Equinox, là, il y a un aspect un petit peu plus intellectuel, un peu plus sophistiqué, où on sort un vin par Equinox. J'aime bien l'Equinox aussi. C'est pas un hasard si on a appelé ça comme ça. L'Equinox, c'est l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. C'est ça le jour de l'Equinox, le moment de l'Equinox. Donc, c'est un jour et une heure précise. Donc, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Et j'aime bien cette idée d'équilibre. On recherche toujours l'équilibre dans le vin, l'équilibre organoleptique, que l'alcool se fonde bien, l'acidité se fonde bien, que tout soit en fait harmonieux. Donc ça, il y a cette dynamique-là. On cherche l'équilibre aussi d'un point de vue plus général dans la vie. On cherche à avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, un équilibre entre sommeil et vie active, etc. J'aime bien cette idée d'équilibre qu'on a à travers l'équinoxe. Donc déjà, il y a un aspect un peu plus intellectuel et un aspect un peu plus contemplatif. C'est pour ça que je fais intervenir des artistes sur les étiquettes pour avoir quelque chose de beau, en fait. Je veux avoir aussi un bel objet, quelque chose graphiquement
qui fait plaisir à l'œil. Le verre de poésie. Alors, c'est un parti pris, quoi, parce qu'on peut. Moi, en tant que geek du vin, j'aime bien une contre-étiquette qui m'explique l'âge des vignes, l'exposition, le truc et truc. Mais là, je m'adresse pas qu'à des geeks. Je veux d'abord m'adresser à justement des gens qui ne sont pas forcément des geeks et qui ont envie aussi d'un plaisir un peu intellectuel, mais plus simple, c'est-à-dire pas trop chargé, quoi. Et pour la personne qui a envie de geeker, en fait, c'est très simple quand même. Il suffit d'aller sur notre site, frenchbeaches.com, et tu as french-beaches.com, et tu as les fiches techniques. En français et en anglais, il y a toutes les fiches techniques. Donc, il suffit de cliquer un peu. Franchement, il y a accès à tout. La fiche technique est vraiment fournie. Donc, on peut avoir toutes les réponses à des questions techniques, des questions d'accord, qui est le vigneron, le cépage, l'appellation, etc., etc. Il y a tout. Donc, ça, c'est ça. Et s'il y a encore d'autres questions, on peut nous écrire et moi, je répondrai. Il n'y a aucun problème. Tout est très transparent, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est… ça y est, j'ai digressé, tu vois, je me perds moi-même, mais voilà, sur l'étiquette, il y a ça. Et puis après, oui, non, mais c'est ça, sur l'étiquette, on se lâche, tu vois, j'ai fait des bières. Elles sont disponibles là, à Paris, au Repère de Bacchus, Caviste Sourire le pied de l'échelle, c'est les deux caves qui le font, qui font cette bière. Elle s'appelle Liberté Unplugged, donc tu vois le nom. Unplugged, comme en référence à des albums, tu sais. Ouais. Bon, on connaît Nirvana, tout ça. Enfin, voilà. Il y a toujours des références un peu comme ça. Et là, j'ai fait intervenir une artiste qui s'appelle Anne-Margot Rammstein, qui a accepté de travailler avec nous. Je trouve ça super parce qu'elle est quand même fait des choses très belles. Et j'ai l'impression qu'elle est cotée comme artiste. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'elle fait est top. Et j'ai proposé, elle s'est lâchée, elle a fait une très belle étiquette. Voilà. Qui à terme, je pense même, j'en ferai des sérigraphies, tu vois, j'offrirai à mes meilleurs partenaires, quoi. C'est cette idée-là. Pour l'instant, je peux pas. J'attends que Covid passe. On serre un peu voilà, on est un peu comme ça. En attendant que ça passe, on fait le dos rond, mais dès qu'on pourra un petit peu plus, justement, j'ai envie d'amener un aspect aussi artistique et sortir le vin de ce simple univers des mondes du vin, en fait. Le sortir aussi de ça, aller plus loin, quoi, en s'adressant à des artistes, à des gens comme ça. Ouais, qui au final, le monde de la culture, la France, c'est quand même la culture, oui, etc. Donc, ça relie un peu tout ça, quoi. Oui, bien sûr. En fait, moi, c'est ce que je dis. Je promeus à travers ça un art de vivre, l'art de vivre à la française, mais au-delà de ça, un art de vivre respectueux et joyeux. C'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça. J'aime ce mot art de vivre. La vie est courte, donc on ne vit pas longtemps, quoi. Donc, il faut un maximum dans cette courte période. On ne s'en rend pas forcément compte quand on a 20 ans, que la vie est courte. Mais déjà, quand on en a 40, moi, j'en ai pas encore 40, tu vois, j'en ai 37, mais déjà, j'avais compris assez tôt quand même que la vie était courte, tu vois. Quand j'étais sur mon lit de camp, là, je me disais, oh, c'est OK. Bon, allez, il faut tout donner. Mais c'est vrai que moi, je viens d'avoir 30 ans et pareil, je commence à te dire, ah ouais, déjà. Et oui, c'est ça va super vite, en fait. Donc, c'est vraiment, quoi. Donc, il faut maximiser le temps, quoi. Faut s'éclater. Et en même temps, pas forcément, tu vois, justement, être obsédé par l'aspect matérialiste des choses, quoi. Ouais. Ça ne pas de se poser et de contempler, justement. C'est parce que la vie est courte qu'il faut savoir s'arrêter et juste prendre le temps de vivre et de regarder ce qui nous entoure, quoi, tout simplement. Sans être dans un discours, tu vois, lénifiant, un discours très à la mode, le yoga, tout ça, vivre l'instant présent, c'est pas ça, hein. C'est du bon sens, en fait, vraiment. Ouais, et du coup, moi, je suis exactement dans cette dynamique depuis un an. Merci le Covid, en fait, parce que c'est un mal pour un bien, parce que justement, je pense que cette pandémie, du coup, nous a permis aussi peut-être de se rendre un peu compte de ça. Je sais que moi, j'étais, comme tu disais, toujours à 200 à l'heure, dans tous les sens, etc. Et en fait, ça m'a forcé à me poser. Et maintenant, je suis plus, j'avais plein de projets dans tous les sens, pareil. Et maintenant, j'essaye, de plus prendre le temps et de me dire, OK, les projets, bon, OK, le temps passe, on n'a pas non plus toute la vie on a toute la vie devant nous, mais ça peut passer vite. Mais en même temps, d'essayer de me poser un peu, de prendre le temps. Et puis, ça viendra quand ça viendra, quoi. Et du coup, donc, ça me permet de faire le lien de ce que tu dis un peu avec le Covid. Ça a été, toi, du coup, tu t'es lancé juste avant qu'on soit confiné, etc. Qu'est-ce que ça a été un peu l'impact sur French Beaches et même sur toi aussi dans ta vie quotidienne Bon, en fait, j'étais vraiment à fond, épuisé même en réalité au moment du lancement de French Beaches, parce que malgré tout, je suis tout seul dans l'opérationnel en fait de cette entreprise.
Mais je me suis entouré de beaucoup de monde, à peu près de ma génération large, quoi, des trentenaires, quarantenaires, qui sont à leur compte. Donc au final, il y a une grosse équipe derrière ça. On a tous beaucoup bossé, mais c'est vrai que c'est moi qui menais la danse, qui orchestrais ça, en plus de Coq au vin, à côté, des 4. Enfin, en 2019, 18-19, j'ai craqué, quoi. Je me suis bien lancé plein de trucs, de l'effervescence. Bon, forcément, je l'ai payé cher en 2020. C'était une année très difficile pour moi, vraiment. Enfin, elle est difficile pour plein de monde, hein, de toute façon, c'est logique. Mais j'ai touché vraiment le fond, on va dire, d'un point de vue déjà business, bien sûr, parce que je travaille dans Coq au vin, je travaille à 70% avec la restauration, et French Beaches était très tourné sur ce secteur-là, des bars, de la restauration, du club, etc. Donc, moi, littéralement, en 2020, j'étais à l'arrêt complet. Coq au vin a perdu 70% de son chiffre d'affaires, donc sur le papier en faillite, en fait, et French Beaches en faillite x20. Il y a une limite quand tu passes la faillite, c'est, sans rentrer dans des trucs financiers, mais il y a un point de bascule financier où ça y est, boum, tu es potentiellement en faillite et tu dois déclarer au journal officiel que tu es en dépôt de bilan, en fait, sur papier, quoi, parce qu'après, c'est le tribunal de commerce qui décide de ton sort. Tu lui dis, voilà, nous, en fait, effectivement, cette année, c'était un peu difficile, voilà pourquoi. Ne nous liquidez pas, on a décidé de remettre des billes et de se relancer. Mais le tribunal de commerce peut décider, non, on vous met en liquidation judiciaire, c'est terminé. Là, comme c'est une année Covid, il n'y a pas eu ça, parce que l'entreprise est en faillite, on était tous en faillite. Aujourd'hui, on est en avril 2021. Coq au vin, j'ai réussi à redresser la barre. Donc, c'est les 12 derniers mois, enfin pas 12 derniers mois, 14 derniers mois, je travaillais comme un malade, vraiment littéralement 7 jours sur 7, 8h, 20h en moyenne. Parfois, je commence un peu plus tard, mais je finissais plus tard, etc. Enfin, mais vraiment comme un dingue, ça, c'est pas un faux truc, sans prendre de vacances et tout, donc ça épuise, même mentalement. Oui. Et au final, j'ai réussi à redresser la barre sur Coq au vin. Et French Beaches, je suis en train de redresser la barre, mais les investissements étaient forts et French Beaches venait de se créer. Coq au vin, c'était créé en 2015. Donc, j'ai un historique, une assise qui fait que j'ai pris super cher, mais j'ai réussi à me redresser assez rapidement. French Beaches, je me suis fait éclater et j'ai pas d'historique pour me redresser, donc ça a été très dur. Et c'est toujours très dur, en fait. Là, à l'heure où je te parle, French Beaches, si tu prends d'un point de vue comptable, je suis en faillite, quoi, c'est clair. Mais je lâche pas le morceau et je vais redresser, c'est une question de temps, et je vais redresser la barre, je le sais. Mais je pense que je m'appuie sur mon grain de folie pour maintenir le truc. Je pense qu'il faut être un peu fou pour entreprendre, et particulièrement en France, qui est un pays ultra bureaucratique. Donc, la Startup Nation de rien du tout, c'est la bureaucratie nation, Bolshevik Nation, je ne sais pas comment appeler ça, mais et je ne parle pas des impôts, j'ai aucun problème à payer des taxes, des impôts, c'est ce qui finance nos écoles, nos hôpitaux publics et nos routes. Donc moi, allons-y à fond. Finance les armées aussi, malheureusement, mais bon, c'est un autre sujet. Je préférerais que ça finance plutôt les hôpitaux, les écoles. Mais du coup, je n'ai pas de problème à payer des taxes. Par contre, la bureaucratie, c'est un enfer. Et pendant le Covid, les mecs, ils s'en foutent. Ça continue la bureaucratie, et que je t'en rajoute des couches. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un truc que j'aimerais qu'on puisse vraiment régler dans notre pays. Et même à l'échelle européenne, c'est cette bureaucratie, quoi. C'est des mecs qui connaissent pas la vie réelle, quoi, qui sortent d'école et qui te font des grilles Excel, des trucs qui n'ont aucun sens. Et quand même, ça, c'est un truc évident. On le sait tous, on en parle tous. Et je ne comprends pas pourquoi ça évolue pas plus. Bref. Je fais une parenthèse, mais tu vois bien l'attestation au moment qu'on a eu à 4 pages. Les mecs, ils ont sorti ça, puis d'un coup, ils se sont dit, ouais, nous, en fait, on va vite retirer, c'est n'importe quoi. Mais nous, dans les entreprises, ces attestations à 4 pages, on les connaît. On remplit des tas de documents que, moi, je ne suis pas complètement idiot quand même. Tu vois, j'ai fait un bac plus 5, je sais lire, je sais écrire, j'aime l'écriture. Bon, j'ai créé des boîtes et tout, je ne suis quand même pas complètement imbécile. Mais le cabinet de conseil avec qui je travaille, enfin, cabinet d'avocat ou cabinet d'expertise comptable avec qui je travaille, bon, les mecs, c'est quand même aussi, c'est des bac plus 8, des trucs comme ça. Ça va, ça c'est réfléchir un petit peu. Mais il y a des papiers qu'on ne comprend pas, en fait. Tu lis la bureaucratie française, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Donc, tu essaies de cocher, de remplir un peu au hasard. Hallucinant. Bref. Donc ça c'est un truc, ça te rajoute des couches, tu sais, tu prends Covid, business plan. Voilà, ça, c'était l'aspect un peu négatif, on va dire. Après, l'aspect positif, c'est que tu vas chercher des ressources en toi pour essayer de rebondir.
Donc, au premier confinement au mois de mars, j'ai dormi pendant 3 semaines. J'ai rattrapé du sommeil. Ça m'a fait quand même un bien fou. Au final, sur cet aspect-là, effectivement, merci à cet aspect-là du confinement, du Covid. Le deuxième aspect positif, c'est que je pense que ça pousse la prise de conscience. Je ne sais plus, moi, comment j'ai pris conscience de ça, mais ça fait des années que je vais dans cette direction-là. Et c'est pas simple, parce qu'il faut te faire aussi une place dans notre société qui promeut la réussite sociale à travers le matériel. Quand tu as 20 ans, tu es quand même influençable, c'est pas simple, quoi. Donc, et d'ailleurs, j'ai fait une école de commerce, hein. Je n'ai pas fait une université publique pour être anthropologue ou sociologue ou océanographe, qui sont, je pense, des métiers, au final, incroyablement passionnants. Donc, moi, j'essaye aujourd'hui de réorienter aussi un peu ce que je fais et pas avoir que cet aspect du commerce, même si j'adore le commerce et que je suis passionné de commerce et que ça, c'est encore un autre aspect. Je suis un passionné de commerce, pas de néolibéralisme, pas de néocapitalisme. Un passionné de commerce, d'échange. Le commerce, c'est ça. Le commerce, ça a remplacé la guerre. C'est l'idée, j'ai besoin de blé, il n'y en a pas chez moi, il y en a chez les voisins, allez, c'est parti, on y va, on massacre tout, on pique le blé. Non, là, écoute, toi, tu as du blé, moi, j'ai du lait, j'ai n'importe quoi, hein, mais on fait le troc. C'est très... Attends, je remets ma batterie, là, clac, ouais, hop, pour pas que ça coupe. C'est très... c'est vulgarisé. Donc j'ai encore digressé de dingue et je sais même plus où je suis. Alors attends. C'était par rapport aux impacts du coup positifs par rapport au Covid. Voilà. Impact positif du Covid. Excuse-moi, tu sais, je parle de mon truc. Non, mais après, ça va dans ma logique aussi. Donc, et non, mais voilà. Et après, un autre point, d'un point de vue business, du coup, je me suis beaucoup questionné. Et c'est ce qui m'a poussé à créer aussi ces sites de vente en ligne, de faire un partenariat avec Plugwine, qui est un super prestataire, pour moi en tout cas, vraiment, et que je remercie au passage, et avec qui on a créé ces plateformes de vente que je n'aurais pas fait avant, parce que je n'avais pas le temps, j'étais pris dans une dynamique. Ouais. Le fait de là, ralentir et de devoir aussi trouver des nouveaux moyens de vivre, en fait, de faire rentrer de l'argent, de vendre directement au public, ça c'est hyper intéressant. Donc ça, il y a eu des choses comme ça, tu vas chercher des ressources profondes. Après, honnêtement, ça reste, quand tu entreprends, de toute façon, tu travailles énormément. Si tu n'es pas prêt à travailler énormément, il ne faut pas entreprendre, vraiment, ça c'est un vrai truc. J'incite vraiment là-dessus. L'idée de répandu ce mythe de l'entrepreneur génial qui a eu l'idée géniale façon Steve Jobs, façon Bill Gates, pour moi c'est une connerie ça. Déjà, Steve Jobs n'est pas exceptionnel. C'est un homme d'une certaine trempe, un espèce de sociopathe géant, avec un espèce de génie aussi. Mais Steve Jobs est mort, Apple existe toujours. Donc, une entreprise, c'est pas juste un homme, c'est pas un génie, c'est pas un truc. Ça, il faut s'enlever de la tête. L'entrepreneur génial, bon, c'est à balancer, c'est à contrebalancer. Si l'entrepreneur génial n'est pas bien entouré, il restera génial dans sa chambre. Hein, il va rien se passer. Ça, c'est très important, quoi. Plus l'idée de dire j'ai l'idée géniale, c'est ce qui déclenche tout. Non, moi, j'ai pas d'idée géniale. Le vin, ça existe depuis la nuit des temps. Être marchand de vin, ça existe. Négociant de vin, ça existe. Enfin, j'ai rien inventé là-dessus. Après, oui, j'arrive avec une approche nouvelle, mais je sais pas, j'arrive avec mon approche à moi, c'est-à-dire on dénote un petit peu dans le monde du vin avec nos étiquettes, etc. Mais c'est pas ce qui fait qui pousse l'entrepreneuriat. C'est pas ça. Parce qu'en fait, on est vachement décalé. On est dans une niche. On est très peu connu, on nous voit pas, quoi. Donc moi je fais des micro-cuvées et qui ne sont pas diffusés partout. On a l'impression qu'on est très visible sur les réseaux parce qu'on plaît beaucoup, mais en fait d'un point de vue net, ce qui se vend aujourd'hui, c'est pas nos vins, hein. C'est des vins industriels avec des étiquettes très traditionnelles, des méthodes de vinification très putassières pour aller chercher le goût Coca-Cola, le goût soda, enfin le goût sucre, c'est ce que j'appelle moi le goût Coca-Cola, mais en fait c'est le goût c'est pas les déformer par le sucre, le gras et le sel, fast food quoi et compagnie. Et on va répondre à ça. Moi, je vais à l'opposé de ça. Je me ferme un peu des portes, mais c'est volontaire. J'ai envie de développer, de pousser autre chose. Donc voilà, tu vois, le Covid, ça t'emmène à parler de plein de trucs. Mais non, c'est l'idée. Après, je sais pas, il y a aussi une forme de solidarité malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui s'est renforcé. L'humain s'est renforcé. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est pas juste des mots. Mais au quotidien, sur des, tu vois, on fait vraiment attention aux autres, quoi. Un peu plus. Moi, je sais au sein de mes amis, de ma famille, c'est ça. C'est comme ça. La solidarité, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un lien. Et du coup, mais tu fais toujours des transitions parfaites.
Parce que je voulais Merci. parler un petit peu je voulais parler un peu du coup des épisodes de gel qu'il y a eu il y a pas longtemps. Oui. Donc ça rentre dans cet aspect un peu solidarité. Je pense que c'est encore peut-être un autre signal. Enfin, on a eu le Covid qui nous a stoppé un peu. Là, on a le gel, etc. Donc ça s'enchaîne un peu. Et je sais que tu as été aidé du coup à Chablis. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience dans les domaines que tu as été aidé, quelle était un peu la situation par rapport à ça? En fait, pour commencer sur cet aspect, effectivement, tu parles de la pandémie, du gel, pour moi, ça fait partie de tout, c'est clair, c'est en termes de réchauffement climatique. Et en fait, ce que j'essaie d'être assez pédagogique, bon, sur l'aspect 4 aussi, j'ai fait une story là-dessus pour expliquer, pour être pédagogique. En fait, le réchauffement climatique, c'est à l'échelle globale. À l'échelle locale, on a des conditions météorologiques extrêmes. Donc, potentiellement, le nord de la France pourrait être l'Alaska. Ça paraît un paradoxe avec le réchauffement climatique, mais ça ne l'est pas. En fait, le pôle Nord est pas si, c'est quoi, c'est à 6000 km au nord de la France à peu près. C'est pas si éloigné de chez nous. OK, il y a la banquise, donc ce gros bloc de glace autour duquel tourne une grosse masse d'air froid, j'allais dire froid, une masse d'air froid, qui est qu'on appelle le vortex polaire, c'est la même chose au sud. Et avec le réchauffement climatique, donc les glaces fondent, ça on sait, et en fait ça dérègle ce courant d'air froid qui avait l'habitude de faire comme une espèce de cercle parfait, bah, ça commence à faire des tourbillons. En 2014, il y a eu une vague d'air froid folle qui a balayé les États-Unis. Il y a eu des moins 50, les canalisations ont pété. Enfin, t'imagines pas, moins 50, là, ça tue des végétaux, ça tue des êtres humains aussi, et puis les habitations ne sont pas prêtes, quoi. Donc, ça a été un espèce de changement. Moi, ça m'a marqué. On avait l'impression de voir comme dans ce film, là, le jour d'après, il y avait ça, quoi. C'était fou. Et en 2014, j'ai commencé du coup à m'intéresser à ça. Et en fait, pareil, tu trouves tout est là et expliqué. Réchauffement climatique égale fonte des glaces, dérèglement du vortex polaire qui part. À un moment, tu as les vents du nord qui arrivent et qui sont particulièrement chargés en froid, puisqu'avec la fonte, bah oui, tu as les glaces qui chargent l'air en froid, quoi. Donc on a eu un courant d'air froid, mais pas si froid que ça. Effectivement, il a neigé en plein printemps avec des moins 8, alors que la semaine d'avant, il faisait 25-30 degrés. Donc ça, c'était fou. Il y a eu un différentiel de température de quasiment 40 degrés, c'est du jamais vu. C'est clairement lié à ça, ouais, au dérèglement climatique. Et ces gels noirs qu'on appelle, on en aura d'autres en fait. Ça va faire partie de notre quotidien, de la normalité. Il faut s'y habituer. Les gens ne sont pas prêts, sont toujours dans le déni. Il y a toujours un espèce de déni. Après, moi, je ne blâme pas les gens qui sont dans le déni. C'est pareil. Il y a un truc qui s'appelle la dissonance cognitive qui fait que tu ne veux pas voir le mal. Non, tu fais l'autruche. Tu mets la tête dans le sable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah non, les gars, en fait, il faut se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider, que c'est la panique. Non, mais en fait, à un moment, il faut juste prendre conscience et agir déjà à son niveau. Encore une fois, c'est hyper important. Donc, après le gel, on aura des épisodes de grêle hyper violents, comme on n'avait pas non plus avant, et hyper ciblés, qu'on ne peut pas anticiper. Donc, ça va encore massacrer le vignoble, mais pas que le vignoble, hein, les vergers, toute l'agriculture. Je veux dire, potentiellement, c'est toute notre nourriture qui est affectée. Ce n'est pas juste du vin. C'est quand même tout ce les étals, quoi, de fruits, de légumes. Il faut quand même se rendre compte de ça. Après la grêle, il y aura les chaleurs extrêmes et la sécheresse. Donc, en fait, globalement, par exemple, sur un millésime 2021 qui commence avec des gelées noires, on parlait de Chablis, le domaine Gautron avec qui je travaille, avec qui je fais l'activité silencieuse et qui est un ami et que je représente aussi dans Copain, il a perdu aujourd'hui 100% de sa récolte, quoi. C'est très vite. Des bourgeons morts, donc il y aura potentiellement des contre-bourgeons qui vont pousser, mais au max, ça compensera peut-être 20% de la récolte. Et bon, si tu te reprends une grêle par-dessus une sécheresse, potentiellement, ce sera zéro. Donc, il faut vraiment se poser bonnes questions. Donc, moi, j'y suis allé, alors, pour aider, moi, je suis allé pour soutenir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il y a toutes ces choses qu'on voit, les bougies qu'on met dans les vignobles, mais les bougies, elles sont alimentées en quoi? C'est de la paraffine ou c'est alimenté en fioul. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution non plus de long terme. Hein. Le fioul, c'est du pétrole. Hein. Et la paraffine, c'est pas très naturel. Hein. Et donc, il faut aussi s'interroger là-dessus. L'aspersion, donc bon, sans rentrer dans le détail, mais tu balances de l'eau et comme ça gèle, ça crée une carapace de gel protectrice autour du bourgeon. Mais là, tu balances des quantités d'eau astronomiques parce qu'il faut, quand tu commences à arroser, il faut attendre jusqu'au lever du soleil que le soleil soit vraiment là pour que ça ne gèle plus. Donc, tu balances une quantité d'eau astronomique aussi dans les mines, tu lessives, et l'eau, il faut bien la trouver quelque part, tu la pompes, des nappes phréatiques, d'une rivière, d'un lac, etc. On la sèche. Enfin bon, tu vois, voilà, c'est des vraies questions à se poser, ça, c'est des trucs qu'il faut. Enfin, c'est plus que c'est pas des questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire qu'il faut répondre à ces questions, et c'est maintenant. Et moi, je suis allé à Chablis pour soutenir mon pote, en fait, pour
le soutenir moralement, quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis allé à Chablis et en Champagne pour apporter mon soutien psychologique et discuter avec eux et savoir, ben voilà, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réponses qui sont en train d'être apportées avec des cépages qu'on appelle cépages hybrides, avec où est-ce qu'on plante dans des zones qui ne sont pas gélives, est-ce qu'on fait de la polyculture, on replante des haies, des arbres pour créer un microclimat qui protège aussi davantage la vigne. Tu vois, il y a pas mal de questions qu'on se pose comme ça. Est-ce que finalement, ces vins de terroir, ces jolis vins, ces grands vins, est-ce que ce ne sera pas comme les liquoreux à une époque, c'est-à-dire que ce sera que lors des grands millésimes et chaque année, on aura des hybrides qui sont résistants à la maladie, parce qu'on ne parle pas de ça aussi, mais il y aura le mildiou, le idium qui attaque, chaleur plus humidité égale ce type de maladie, donc qui attaque aussi fortement la vigne. La dégénérescence aussi des plantes, on ne parle pas de ça. Vitis vinifera est une plante dégénérée aujourd'hui, qui est attaquée par l'escar, qui est une maladie du bois, un champignon qui bouffe, et qui attaque tout le vignoble aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est 75%, franchement, je pense que c'est 100% du vignoble qui est atteint. Pas 100% des pieds, hein, mais 100% des régions. Il me semble, ça ne doit pas être de loin de ça. Donc, il faut se poser ces questions-là. Et moi, je trouve que l'idée, là, je lisais le mail d'un vigneron du Jura, Valentin Morel, qui parlait des hybrides et de dire au quotidien, on fait des vins de soif. L'hybride est très critiqué parce qu'elle ne donne pas des vins de terroir. Ouais. Mais pourquoi pas avoir chaque année des vins de soif et les années exceptionnelles des vins de terroir. De toute façon, d'un point de vue financier, on n'a pas les moyens de boire tous les jours des grandes cuvées, donc ça pourrait, je ne sais pas, aller dans une direction que moi je trouve intéressante sur le fait de boire peut-être moins, mais mieux. Moins de vin, moins d'alcool de manière générale, mais mieux. Donc et je suis un marchand de vin, c'est un marchand de vin qui dit ça. Hein, moi, j'irais buvez, bourrez-vous la gueule, mais c'est pas ça en fait. C'est quand même non. Moi, je suis un gros buveur et je peux faire des fêtes. J'adore la fête, il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi savoir s'accorder des moments de pause et pas être. L'alcoolisme est un vrai problème. Et nous, dans le vin, dans notre manière de faire notre métier, on combat ça clairement. Et c'est pour ça que je ne veux pas offrir des vins à 3 €, 3,50 € aussi. Ça, oui, ouais. Je vais me faire plein d'ennemis parce que c'est 80% du vignoble français, enfin mondial. Mais c'est la vérité en fait. À un moment, faut essayer on n'est pas là que pour le pognon, parce que le pognon, ça ne se mange pas, ça ne se boit pas, ça ne se respire pas. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc voilà, bref, pour te répondre, moi je suis allé à Chablis en Champagne pour apporter mon soutien moral à ces vignerons qui sont mes amis en fait. Ok. Du coup, j'ai une avant-dernière question pour savoir un petit peu tes vins préférés. Alors, du coup, le vin préféré de ta gamme. Alors, je sais que c'est assez difficile comme question, un peu ton petit chouchou. Et après, de manière générale, au niveau des appellations, des pays. C'est très dur, ça, de dire quel vin favori. En fait, j'ai peut-être un vin favori par moment ou avec des individus, des personnes avec qui j'ai envie de les boire, ou par humeur, quoi. Enfin, tu vois, ou dans des accords, bien sûr, mais au-delà de ça, tu vois, c'est encore une fois un aspect un peu plus intellectuel. Alors, on va commencer par un truc simple. Non, mes chouchous, c'est dur, en fait, parce que après, j'ai mes copains vignerons, quoi, tu vois, après, s'ils écoutent. Mais non, franchement, Orgie silencieuse il y a quelque chose de, je sais pas si c'est une cuvée chouchou. En tout cas, c'est une cuvée que j'aime beaucoup là dans ce qu'on vient de lancer. C'est la dernière cuvée là qu'on vient de lancer, cuvée de printemps 2021. Et j'adore la création graphique. Je la trouve très belle. J'aime bien cette idée aussi un petit peu rebelle vis-à-vis du moment, puisque théoriquement, j'ai pas vraiment le droit de faire ce genre d'étiquette. Mais bon, voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. J'aime bien Orgie silencieuse qui en fait ramène au vers de poésie de Charles Baudelaire qu'on trouve derrière l'étiquette de Femme fatale. Donc je crée aussi un peu une ligne rouge, une connexion. Et l'orgie silencieuse, en fait, ça symbolise pas justement l'orgie sexuelle comme on peut l'entendre, mais c'est la nature en fait, c'est tout l'inverse. Ça symbolise la nature. C'est l'homme est dans une fête bruyante, la nature est dans une orgie permanente mais silencieuse. Parce que j'aime bien cette idée-là. Et j'aime bien, je me moque un petit peu sur la contre-étiquette. Il y a un très joli vers aussi de poésie de François Rabelais, que j'aime beaucoup,
qui est qui est un humaniste immense et qui est pour le coup un anti-hygiéniste possible, qui est un vrai rebelle de son époque, qui a risqué sa vie et qui a été protégé par le clergé, parce qu'il avait fait des enseignements au clergé. Donc, c'est ce qui l'a sauvé en fait de la potence, ou de la prison à vie, quoi, globalement, juste pour avoir écrit des choses qui ne collaient pas, quoi, des censures folles. Moi, ça me fait très peur la censure, et on revient un peu dans une forme de censure aujourd'hui, d'autocensure, parce qu'on a peur des réseaux sociaux qui nous attaquent, etc. Et moi, je ne veux pas ça, moi. Donc, j'essaie aussi à ma petite échelle de combattre ça. Et je trouve que dans Enregistre Silencieux, on a créé un peu ce truc-là parfait, où je me moque un peu. Il y a aussi les... comment on appelle ça, le pictogramme là, de la femme enceinte, qui est totalement absurde. Donc, je rajoute toujours des petits pictogrammes aussi pour me moquer. Donc, sur Enregistre Silencieux, on a ça. Je trouve ça assez drôle. Dans la collection 4 aussi, je mets des petits pictos pour me moquer. Et je trouve ça absurde de dire à la femme enceinte, de la débiliser, de l'infantiliser, de lui dire non, bois pas, c'est pas bon pour l'enfant. Mais dites aussi au charpentier qui va planter des clous, dites ça aussi à celui qui va prendre sa voiture, à celui qui va aller chercher, ou à celui ou celle qui va aller chercher son enfant à l'école, etc., etc. Dans ce cas, laisse tomber, tu fais une étiquette, tu mets que des pictos, quoi. Ça n'a pas de sens. Déjà, dans certains pays, ce pictogramme de femme enceinte, qui est bien franco-français, hein, qui symbolise bien notre bureaucratie, absurde, est interdit dans certains pays, parce que considéré comme grossophobe, parce qu'il y en a qui voient ça comme interdit au gros. Et moi, je trouve ça très drôle, c'est un très joli pied de nez. Française. Ouais. Et quand je fais de l'export, moi je te le dis, il y a des pays qui me disent non, il faut m'enlever ça, là, truc de grossophobe, vous m'enlevez ça. Et moi je dis ah, c'est pas grossophobe, c'est l'administration française, c'est une obligation légale en France, mais je vous l'enlève pour vous. C'est un truc de dingue ça aussi. Enfin bref, tu vois. Je crois que c'est les États-Unis, non, qui. Ouais, États-Unis, mais États-Unis, ils veulent pas, c'est clair, mais il y a d'autres pays, ouais. Ok. Ouais, je ne savais pas que c'était parce qu'ils croyaient que. Oui, c'est grossophobie, ouais. Ok. Bon, il y a aussi un truc absurde autour de ça, mais je veux dire quand même, j'aime bien cette réponse, une réponse absurde à un élément absurde qui est ce pictogramme. Enfin, déconseillé aux femmes enceintes, oui. Enfin, dans l'absolu, oui. Et l'excès de sucre, c'est déconseillé aussi. L'excès d'oxygène, en fait, c'est aussi déconseillé. L'excès de soleil aussi, c'est déconseillé, etc. L'excès d'eau. Enfin, non, mais tu vois, l'excès, de toute façon, de manière générale, est déconseillé. Et soyons juste, tu vois, équilibrés, quoi, c'est tout simplement. Je dis, l'excès est déconseillé. Mais il ne faut pas interdire, les gens font ce qu'ils veulent. Si la personne a envie de s'enivrer de sucre, s'enivrer de vin ou d'autres choses, bah, qu'elle le fasse, quoi. Si elle ne met pas la à manger, il y a pas de. Moi, je suis à l'aise avec ça, de disposer de son propre corps. Oui, d'être responsable de soi-même, en fait, hein, tout simplement. Oui, exactement, de ne pas être infantilisé. Donc, dans Enregistre Silencieux, j'ai l'impression qu'on va. Tu vois, il y a un peu tout ça qui est exprimé de manière un peu cohérente et cool. Et j'adore le vin. Il y en a très peu à Chablis des sans soufre ajouté en levure indigène. Il y en a très peu, quasiment pas. Il y en a de plus en plus, ça commence à se faire. Mais franchement, moi, je connais, à titre perso, je connais peut-être 5 domaines qui le font. Ouais. Et encore, je ne sais même pas, non, 4, je crois. Donc, et un 4e qu'on m'a présenté récemment que je ne connaissais pas. Donc, je trouve que c'est super, ça va dans la bonne direction. Ce n'est pas une finalité en soi, encore une fois. Hein. Et il faut d'abord respecter la terre, respecter le vivant, animal, femme, homme qui nous entourent. Et ensuite, c'est de l'orfèvrerie, tu arrives, c'est Léonard de Vinci qui, voilà, c'est la touche finale. Ok, là, je peux me permettre de ne pas mettre de soufre parce qu'en fait, j'ai des raisins extrêmement sains et qui sont liés à mon travail d'orfèvre et de tri et de soins. Enfin, ça, c'est énorme. Et je fais d'ailleurs une parenthèse parce que j'ai un journaliste du vin, je ne citerai pas le nom, mais qui m'a surpris de cette ignorance-là, qui m'a dit « Ah, c'est dommage, sur votre contre-étiquette, c'est marqué sans soufre ajouté, mais en dessous, c'est marqué contient des sulfites, contain sulfite en plein de langue. » Ah, oui, parce qu'en fait, c'est sans soufre ajouté. Sans soufre, ça n'existe pas. Tout processus de fermentation implique du soufre. Donc, même si c'est une dose minime, il y en a. Donc, dans le fromage, il y en a, dans les brassins, il y en a, etc. À partir du moment où il y a une fermentation, il y a du soufre. C'est une protection naturelle qui se forme. C'est un processus biologique, ok. Et tu as des sulfites, du soufre, du oxyde de soufre. Donc ça, je l'explique aussi dans le blog de Kat. Je suis assez pédagogue. Je suis en train de créer là un blog sur Friendly Witches où je veux aussi être assez pédagogue, expliquer des choses pour les gens que ça intéresse. Parce qu'il y a quand même une ignorance incroyable, et surtout d'un journaliste du vin, j'étais un peu étonné. C'est fou. Et en fait, contient des sulfites, oui, bien sûr, et c'est en plein de langue, oui, parce qu'en fait, les pays m'imposent de le mettre dans leur langue aussi. Donc, comme j'ai envie que ce vin ne soit pas vendu qu'en France, même s'il est vendu à 70% en France, et ça aussi, c'est important pour moi que la France ait accès davantage aux vins qui viennent de France que de l'étranger.
même si l'étranger participe au rayonnement de la France, c'est quand même un point important. Je suis obligé de mettre contenu sulfite, c'est une obligation légale. Puis il y en a en fait, de toute façon. Même s'il y en a moins de 10 mg par litre, ça pourrait être un peu technique de SO2 total, il y en a. Donc bon, mais sans soufre ajouté, on est très très loin on est à des doses qui peuvent être 20 fois moins importantes que des doses dans des vins qu'on trouve à 3,50 € justement. C'est vin conventionnel, ouais. Tu vois, je reviens là-dessus, mais c'est. Et du coup, en règle générale, hors French Beaches et Cat, c'est quoi, quelles sont un peu tes régions favorites en France ou même après dans le monde Moi, je bois de tout, du monde entier. Et qu'est-ce que j'aime tu vois, j'aime les vins italiens, espagnols, autrichiens, allemands, magnifiques. J'adore les Riesling allemands. Il y a des Grüner Veltliner en Autriche qui m'éblouissent. En Italie, c'est fou, il y a des centaines de cépages, c'est quand même la mère patrie du cépage, c'est magique. Donc l'Italie aussi, que je connais finalement assez mal, parce que je connais bien plutôt le nord. J'ai goûté quelques cuvées siciliennes, c'est venu à la mode là, avec certains producteurs, parce que des vins volcaniques, des vins de sol volcanique, il n'y en a pas tant que ça. Et il y a quelque chose de vibrant, il y a quelque chose d'une énergie particulière dans ces vins-là. Donc ça, j'adore. Les vins de sol volcanique, ça, c'est des trucs qui me font vibrer. Donc tu vois, de manière générale, ça, j'aime beaucoup. Travailler dans le respect du vivant toujours, hein. Je parle même pas, pour moi c'est pas un sujet quoi. Mais tu vois, j'aime, il y a des vins australiens qui sont fabuleux aussi. Il y a des pays où il y a moins de vins intéressants, mais je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas les plomber, mais je trouve en tout cas moi dans ce que j'ai vu. Après, la France, on est un pays extrêmement riche d'un point de vue viticole, c'est dingue aussi. Chaque région a ses spécificités. Je peux en citer quelques-unes, tu vois. Par exemple, récemment, j'ai bu le domaine, deux domaines. Domaine La Gibbe, à Jurançon, et domaine, c'est ça, c'est domaine du ou clos du, domaine du Clos Larouilla, Clos Larouilla. Je ne sais plus s'il y a domaine devant ou pas, mais en tout cas, c'est un domaine, Clos Larouilla. C'est deux petits domaines qui sont basés petit par la taille, basés en Jurançon. Et là, je goûte des vins avec une texture, une énergie dingue. C'est pas des vins à la mode, c'est pas des vins pleins de fruits avec côté très fruits et quoi. C'est des vins un petit peu plus sur la retenue au niveau aromatique. Par contre, en termes de texture et d'énergie, c'est fou. Donc ça, c'est des vins qui m'ont récemment ébloui. Cuvée Météor, par exemple, qui est une cuvée, franchement, en rapport qualité-prix, qui est géniale. Ça vaut 15 €, je crois. Et c'est une cuvée vraiment, c'est un grand vin pour le coup. J'adore Chablis parce que je trouve que c'est des chardonnays à des prix incroyables en fait. C'est la Bourgogne, des prix vraiment raisonnables. Les grands crus sont encore assez accessibles pour se faire plaisir à Chablis. Mais même un Chablis village, franchement, en rapport qualité-prix, là, tu as un vrai vin de terroir, c'est pas du tout excessif, quoi. Tu peux te faire plaisir avec un super vin. Dans le reste de la Bourgogne, franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis désolé, je ne veux pas faire du Bourgogne bashing, mais c'est compliqué. La Bourgogne, c'est devenu dingue, en fait. C'est devenu très cher. Et ça ne touche pas beaucoup au niveau respect du vivant, justement. On reste un peu sur les acquis. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a des vignerons qui contredisent ce que je dis, mais ça reste l'exception. L'Alsace est hyper intéressante et c'est pas beaucoup bu en France, c'est dommage, on voit peu, mais je crois qu'aujourd'hui 25% du vignoble alsacien est bio, tu vois, c'est assez génial. Il y a plein de choses intéressantes parce qu'il y a une mosaïque de terroirs, donc là c'est fantastique. Je suis un fou de Champagne, à titre privé aussi, j'adore. C'est une région qui est, je trouve, là pour le coup, qui se bouge aussi, ça bouge beaucoup, même si c'est lent. Tu n'as que 3% du vignoble champenois qui est converti en bio, ça correspond à 1% des producteurs seulement, donc c'est rien. Il y a un très beau éco-blanchiment qui arrive, un greenwashing. Tu as des grosses maisons qui se mettent au bio, donc c'est très bien, parce qu'elles vont être obligées de faire du bio pour vendre, donc c'est très bien. Donc ça, j'adore la Champagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Champagne, c'est des années et des années. En fait, dans d'autres régions, tu as le millésime qui sort l'année d'après, quoi. La récolte ou 2 ans après, sur les élevages longs. La Champagne, c'est 5 ans, quoi. En gros, c'est entre le moment où tu récoltes le raisin et la bouteille sort, c'est 5 ans, c'est génial. Il y a des élevages hyper longs, il y a une notion d'assemblage qui est très forte, que je trouve très intéressante. Une notion de non-vintage, donc pas d'effet millésime, mais d'effet assemblage avec du vin de réserve, etc. Moi, que je trouve hyper intéressante et particulièrement pertinente dans le monde dans lequel on est, où il va peut-être falloir se poser des questions aussi, d'appliquer ça à d'autres régions, cette idée de non-millésimé. Et ça n'empêche pas d'avoir des vins de terroir et des grands vins, en fait. Et compenser ça par des élevages longs, des choses comme ça. Et sortir de temps en temps un millésime, le millésime qu'on a réussi à faire parce que le climat l'a permis. Donc ça, c'est très intéressant en Champagne. On a des choses à apprendre de cette région-là. Tu as
La Loire, forcément, j'habite à Angers, donc la Loire, c'est énorme pour moi. Le Chenin Blanc, ça fait des années. Hein. Et j'avais pas les moyens déjà quand j'ai commencé à constituer ma cave en 2008, j'avais 24 ans, les premières petites bouteilles, 12 bouteilles que j'ai bricolées comme ça pour mettre dans ma cave. Je voulais aller sur la Bourgogne, mais j'avais pas les moyens. Et les Bourgognes blancs génériques, il y a des choses très jolies, mais il y a aussi du tout venant, donc je vais pas mettre ça en cave à des prix hallucinants. Donc je suis allé sur la Loire très vite. Le chenin blanc, moi je suis un fou de chenin, je pense qu'en blanc, même si j'aime pas qu'on parle de notion de cépage avant le terroir, malgré tout, Loire plus chenin blanc, voilà, là la composition pour moi elle est top, sur les calcaires comme sur le schiste, enfin il y a des trucs de la Janière un peu plus au nord, plus près de Paris. Donc ça c'est forcément, j'adore. Et j'adore le muscadet qui se renouvelle de manière folle, il y a des auteurs fantastiques comme Jérôme Bretodeau que j'adore. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, lui, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait. Il tire la région vers le haut. Il se passe beaucoup de choses quoi, sur ces régions-là. L'Auvergne, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Auvergne, c'était un grand vignoble avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça faisait 30 000 hectares, un truc comme ça, voire 35 000 hectares. C'était aussi gros que la Champagne. Aujourd'hui, c'est, je ne sais même pas, ça doit être 2 000 hectares, tu vois. Donc, c'est petit, mais c'est en train de grossir avec des néo-vignerons, avec des gens aussi qui bossent tout de suite dans le respect du vivant. Il y a des trucs très intéressants, il y a des gamets fantastiques sur des terroirs de granit sublimes. Donc ça, c'est très intéressant. J'adore le Beaujolais aussi, forcément, parce que le gamay, c'est un cépage fou aussi, qui donne des choses hyper intéressantes. Et c'est le cépage qui a plus de polyphénol. Donc d'un point de vue santé, comme on est dans l'ère du healthy, là, il y a du healthy dans l'aspect polyphénol du gamay. Enfin, tu vois, moi, j'adore toutes les régions. Même Bordeaux, hein, je ne suis pas dans le Bordeaux bashing. La région, elle s'est fait un petit peu mal toute seule aussi, donc maintenant, elle est là, après, ils nous font mal et tout. Non, les gars, regardez-vous aussi un peu, parce que vous venez très tardivement dans le bio, quoi. Et cette idée de propriétaire qui délègue la vinification à des maîtres de chais, et on ne parle même pas de viticulture, mais on ne parle que de vinification, c'est has-been, les gars, là, il faut se remettre en question. Il y en a plein qui se remettent en question. Ouais. C'est de là que je suis allé dans des caves, un cache-vin pour être précis, tu vois, à Libourne, le gars, des trucs hyper intéressants. Il m'a fait découvrir des cuvées fabuleuses à Bordeaux, comme Mango, tu vois. Là, c'est deux frères, là, c'est hyper intéressant ce qu'ils font. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est que j'ai plus les noms en tête, mais des vignerons qui tentent des trucs et c'est top. Franchement, moi, j'aime toutes les régions de France, vraiment. Tu vois, il n'y a pas de. La Corse, fabuleux, on n'en parle pas beaucoup non plus. Ouais. La Trimogne, magnifique comme terroir. Enfin, tu vois, voilà, la Provence, le Languedoc, c'est une mosaïque de terroir aussi, c'est des mini-bourgs. C'est vraiment le Jura qui est très tendance aujourd'hui, bien sûr, mais c'est tout. Moi, franchement, il n'y a pas de. J'ai pas de. Tu vois, c'est dur de trouver une cuvée ou un vin. Mais bon, voilà, non, ça c'est clair. Je pense que je me suis bien exprimé sur le sujet. Et du coup, avant de terminer, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager avec les gens qui écoutent? Peu importe, une pensée, quelque chose que tu as envie de partager. Je ne sais rien, tellement de choses, mais oser, quoi. Oser vivre, tout simplement, quoi. C'est très important, oser vivre. Ça veut tout dire et rien dire, mais je pense que dans notre époque où on a le masque, on est enfermé chez nous, on prend une amende parce que tu sors de chez toi et que tu n'as pas ton attestation, un truc comme ça. Ouais, faut vivre plus que jamais, quoi. J'espère que quand on sortira de ce Covid, qu'on vive nos années folles, nos années folles à nous du 21e siècle, quoi. Moi, j'espère voir ça. J'espère voir des années folles, sans la prohibition qui arrive après, sans la folie meurtrière de l'être humain qui arrive après, mais vraiment, voilà, les années folles, vivre comme jamais, quoi. Tu vois, dans une joie de vivre saine. Donc, ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire rouler avec des grosses cabriolets qui consomment énormément d'essence et ensuite prendre un avion pour un week-end aux Seychelles ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Vivre chez toi, un barbecue avec tes potes, sortir dans la rue, boire des coups. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est ça. J'espère. En tout cas, ce sera comme ça chez moi. Moi, je vais vivre mes années folles, c'est clair. Je vais me lâcher au maximum, c'est sûr. Super, c'est cool. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis, du coup, on se tient au courant pour la suite. Merci, et merci à ceux qui nous écouteront jusqu'au bout, qui arriveront à supporter le Ouais, ça fait un moment. Oui, je sais que je parle pas beaucoup. Non, mais c'est trop bien. Enfin, il y a plein de choses qui ressortent et tout, donc c'est super intéressant. Donc, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Enfin, merci de m'avoir donné aussi l'opportunité du coup de mettre ça.
sur le blog, sur YouTube et tout. Donc, je pense que ça va plaire. Oui, oui, c'est important pour moi de collaborer avec des gens comme toi aussi, parce que ça, c'est voilà, c'est pareil, c'est très, très ouvert, très transparent, parce que tu es une vraie passionnée de vin. Enfin, pour faire le WSET diplôma, faut en avoir dans le sac, quoi. C'est quand même, on se rend pas compte. C'est énorme. Le 2, il est hyper facile. Les gens disent, ah, j'ai eu le 2, c'est génial. Ouais, c'est génial, bravo, mais là, tu pars de loin, parce que le 2, c'est quand même la base. Ensuite, le 3, déjà, il y a un vrai travail. Alors, le 4, c'est énorme. Et puis, ça dépend comment on l'a. Est-ce qu'on l'a tout juste avec la moyenne ou est-ce qu'on l'a with distinction et qu'on est dans le top, Non, mais parce que ça, c'est aussi un vrai. Voilà, c'est ça aussi. Donc, moi, je te souhaite de la réussite là-dedans et je suis très content qu'on collabore, qu'on travaille ensemble sur des choses comme ça. C'est super. Et voilà pour un échange passionnant avec Christophe, le fondateur de French Beaches. J'espère que ça t'a plu et que tu as envie de découvrir ces vins délicieux. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Quelle est ta vision d'un vin vivant? Aimes-tu ce côté un petit peu décalé et plus moderne de l'approche du vin? Penses-tu qu'il faille créer un pont entre les mondes du vin et comment? File sur www.winebylx.com et donne-moi ton avis. En attendant, à la prochaine. Ciao.